Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois un mec qui n'a clairement pas peur du vide, ni du froid, ni de la douleur d'ailleurs. Ancien nageur de haut niveau, pompier, mais aussi bénévole et surtout alpiniste passionné, il a troqué les bassins pour les sommets, et pas n'importe lesquels. Du Grand Paradisio au Mont Blanc, jusqu'aux hauteurs de l'Himalaya avec l'Iceland Peak et le Lobuche Peak, il enchaîne les ascensions comme d'autres enchaînent les séries Netflix. Et il vise désormais le Manaslu, 8163 mètres, le 8e plus haut sommet du monde. Comment on prépare ce genre de défi? Qu'est-ce qu'on cherche là-haut et pourquoi on y retourne encore et encore? C'est ce qu'on va découvrir avec Lilian. Accrochez vos crampons, c'est parti. Bonjour Lilian, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Écoute, impeccable, hein. On est là aujourd'hui, donc on est chez City Fitness, une salle à Metz, propriétaire Sylvain, qui est passé sur le premier podcast. Donc il nous prête gracieusement les locaux, donc merci encore à lui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui est Lilian quand il n'a pas le bonnet de bain ni les crampons? Alors, Lilian Chuc, du coup, 22 ans. Je suis né à Metz, je vis à Metz. Ancien nageur de haut niveau, du coup, et alpiniste par passion. Pompier professionnel à Thionville, donc je suis basé en Moselle, voilà. On a fait le tour rapidement. Ok, pas de problème. Du coup, comment tu découvres la natation? Alors, la natation, ça remonte à mon tout jeune âge, hein. C'est mes parents qui m'ont mis dans l'eau au début à 3 mois, 4 mois, hein, pour apprendre au bébé nageur, en fait. Là où je donne des cours maintenant, on verra ça après, je crois. Ouais, exact. En fait, ils m'ont mis dans l'eau, c'était juste par principe pour que je sache me débrouiller si un jour on va en vacances à la mer ou à la piscine, qu'ils soient pas trop inquiets. Et en fait, j'ai continué tout doucement au début, hein, c'est vraiment une fois par semaine avec les copains pour rigoler. Et arrivé en CM2, je crois, j'ai voulu... alors, je savais que j'étais pas trop mal en natation, que je me débrouillais bien, mais j'ai voulu tenter autre chose et c'est là que je me suis mis un peu plus dans la natation et je suis monté un peu plus haut dans le haut niveau, quoi. Ok. Comment tu deviens un nageur de haut niveau? Nageur de haut niveau, je dirais pas que ça vient tout seul, mais c'est long avant d'y arriver. On sait pas qu'on va y arriver, on veut y arriver, mais on met toutes les chances de notre côté, en fait, pour que ça arrive. Donc, en 6e, je rentre en section, d'abord, je rentre à Ars-sur-Moselle, un petit club, dans une petite piscine qui fait 14,75 m. Et c'est là que j'ai découvert les entraînements 2-3 fois par semaine avec un entraîneur qui connaissait bien le monde de la natation, André Henrich, et qui avait déjà eu des bons résultats. Et en fait, il m'a appris la technique, la natation de course. Et donc j'ai fait 6e, 5e là-bas. Les résultats ont augmenté rapidement. De première année, j'étais déjà en équipe de Moselle. Deuxième année, les dilettants sont descendus à faire des médailles C'était championnat de France par département. C'était une équipe avec les équipes de Moselle et l'équipe de département. Du coup, l'année d'après, on m'a fortement conseillé d'aller à Metz, à l'SNM, là où Théo est d'ailleurs. Exact. Et c'est là que je l'ai rencontré d'ailleurs. Donc, je suis arrivé en 4e là-bas et pareil, ça a continué vachement vite à progresser jusqu'à arriver au championnat de France junior, après championnat de France toute catégorie élite et après des compétitions un peu internationales, des meetings. Ah, ça a grimpé vite du coup. Ouais, ça a grimpé vite. Après, il y a des moments où ça stagne, hein, on peut pas... Oui, ça peut paraître une progression bien sûr. toujours Ouais, montante, ouais. mais Il y a des moments assez durs et tout, mais non, je savais où j'allais et tant que l'envie était là, j'ai continué, quoi. t'as pratiqué d'autres sports un petit peu ou pas du tout? Ouais, j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune, hein. J'ai pratiqué du tir à l'arc. Ok. Rien commun. à voir, hein. Ouais, mais pas commun, mais c'est cool. J'ai pratiqué du judo au club pendant 4-5 ans, je dirais. J'étais pas mal non plus, mais c'était le combat et tout. J'avais pas le mental d'un combattant de judo et tout ça, mais ça m'a plu quand même, hein. C'est un beau sport. Et après, ça, c'était en club. Après, j'ai fait de la randonnée, bien sûr, familiale, un peu d'escalade familiale aussi, tout ce qui est via ferrata, tout ça. Mais c'était des vacances, c'était des... Famille un peu Ouais, sportive voilà. du coup. Oui. Ah oui, j'ai un oncle. On est beaucoup aquatique. D'accord. Natation, kayak beaucoup vers mes oncles et mes cousins aussi. Au niveau aussi? Ouais. J'ai des oncles qui ont fait des résultats au championnat de France, championnat du monde en vétéran. Et j'ai un cousin au championnat d'Europe en junior, ouais.
Ok, pas mal, ouais. Ouais, famille un peu sportive dans le domaine aquatique, ouais, Ouais, c'est cool. ça tourne. Du coup, après, tu pars en sport-études. C'est ça. Rythme assez soutenu, je suppose. Ouais, en 4e, je suis rentré du coup à la SNM. C'est là que j'ai découvert le sport-études. Bon, je savais où je m'embarquais, hein. Du coup, je rentre en sport-études en 4e. On était sur un entraînement par jour du lundi au samedi, plus les musculations 2 fois dans la semaine au début parce que j'étais jeune, fallait pas trop charger non plus sur ce Ouais, bien domaine-là. sûr, hein, tant que tu te développes. Et rapidement, mon entraîneur du coup Sébastien, il m'a fortement incité à passer en bi-quotidien 2 jours dans la semaine. Donc j'étais le seul au collège à faire ça parce que il fallait que je m'améliore sur certains trucs ou je sais pas, c'est lui qui décidait, hein. Moi j'appliquais juste. Du coup rapidement je passe en bi-quotidien et ça a monté jusqu'à arriver au lycée. Et là c'était bi-quotidien tous les jours, du lundi au vendredi, et samedi il y avait 4 heures d'entraînement si je me trompe pas, entre muscu et natation. De toute façon, après, on ne devient pas au niveau Ah en oui, restant oui. dans le canapé, quoi. C'est sûr, Oui, faut c'est ça. Non, se non. bouger, mais en tout cas, félicitations, parce que ça doit être quand même Ouais, un bah rythme merci. très, très soutenu, quoi. Ouais, c'est sûr que pendant les 10 années que j'ai fait de haut niveau, la vie, on vit pour ça, hein. On fait pas le soir, on sort pas, on vit pas la même chose que tous les autres ados de notre âge ou jeunes adultes, quoi. Ouais, bien sûr. On sort pas, le week-end on dort, les soirs on dort, enfin on est en Après compète aussi, tous t'as les pas le 2 même week-ends. quotidien. Après Ah, c'est aussi, tu ça. vois, voilà, les championnats, Ouais, c'est ça. etc. Ouais. Tu as des titres un petit peu à nous donner que t'as pu gagner en natation? Oh, les titres en natation, oh, c'est assez compliqué. Champion de Moselle, oui, je sais pas combien de fois. Ça va être comme Théo, hein. On compte pas vraiment ça. Champion de Lorraine à l'époque où ça existait, oui, ça aussi. Après tout ce qui est par catégorie junior, ça aussi, je dois en avoir dans chaque catégorie. Championnat de France, j'ai pas de résultats, mis à part les finales. Je suis rentré en finale, tout ça, mais là on rentre dans les élites. Donc en fait, on se bat contre des mecs contre Manodou, et dans mes nages en plus c'était Manodou, Maxime Grousset, les mecs qui sont au JO, quoi. Donc, tu as pu Ah oui, Manodou. nager contre eux, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai nagé contre Amaury Levaux aussi, et j'ai des bonnes histoires avec eux, hein. Demander à Amaury Levaux de m'aider un peu en me donnant sa vague dans l'eau, parce que j'étais tout jeune et que je savais qu'il allait me battre. Il y avait pas de course vraiment contre lui, mais c'est des mecs super accessibles et qui t'aident et qui te donnent des conseils au moindre truc, quoi. C'est ça qui est bien en natation, je trouve. Ah, c'est sympa, c'est un peu Ah, familial. c'est entre convivial et tout. Et ah oui, j'ai rigolé dans des compètes avec Manodou et des trucs comme ça, alors que la première fois, tu te dis bonjour monsieur, quoi. guillemets. Ouais, bah au début, c'est Mais en sûr, fait, quand tu te dis, ouais, t'arrives dans un nouveau monde, c'est tout non, nouveau. c'est Et, fou, quoi. Ils en ont rien à faire. Ils sont là comme ton pote et tu peux parler avec eux comme là on parle, quoi. ah, c'est sympa, c'est cool. Ensuite, tu arrêtes de nager Ouais, pour du coup partir sur une nouvelle passion. ouais, c'est En ça. quelle année? 2022. Ok, pourquoi? C'est pas il y a si longtemps que ça, hein. Mais en fait, ça faisait un moment que, alors, les temps en natation commençaient à stagner, comme tout sportif de haut niveau, hein. Moi, j'ai eu le Covid, qui a été très très dur, parce qu'on nous a interdit de nager pendant 3 mois et demi. C'était mon année un peu phare, je dirais. On devait être qualifié je devais partir aux Euro Juniors à la fin de l'année, qui ont été annulés. Du coup, la première équipe de France que j'aurais dû faire annulée. Parce que du coup, tu avais 17 ans, c'est ça, Ouais, en 17 ans et 2020? demi, ouais. J'étais dans l'année des 18 ans, quoi. Ok. C'était ma dernière année junior, donc après on savait qu'on passait en élite. Donc là, c'est un autre niveau, hein. On passe dans la seule équipe de France qu'on a, c'est l'équipe de France élite, donc avec Manodou, tout ça. Et là, ça m'a mis un coup quand même, je dirais. C'est le premier coup de frein, et après forcément, bah les temps, ça diminue très 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 doucement. Pour plus encore d'entraînement à la piscine, ça devient dur. Et en fait, bah quand on grandit, forcément, on commence à penser un peu à j'aimerais bien partir en vacances là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien plein de projets qui commencent à se monter dans notre tête, mais on peut pas les faire parce que bon, on doit s'entraîner, et si on veut des résultats, on n'a pas le choix, qu'on peut pas transgresser à la règle. Ouais, quand tu as des impératifs. Ah, c'est ça. Donc en fait, je commence à penser à ça, et quand on commence à penser à autre chose en général, c'est que la fin approche. Bon alors, j'ai pas du jour au lendemain, hein. Je me suis posé les bonnes questions, ça a duré peut-être 1 an et demi à me dire j'arrête pas, les pour, les contre. Et un jour, j'ai été voir mon entraîneur, je dis je pense que là, c'est le bon moment. Les études, pareil, ça me plaisait pas ce que je faisais. Et en fait, c'est là que je m'étais inscrit au concours de pompier pro. Mhm. Donc en même temps, il fallait que je commence à m'entraîner, à préparer un peu le concours. Donc je décrochais doucement de la natation, et j'ai décidé que ça serait ma dernière année, que j'allais pas arrêter de nager, mais que j'allais arrêter le haut niveau, que c'était fini les entraînements 2 fois par jour obligatoires, quoi. J'allais faire un peu ce que je voulais. Donc c'est de là que j'ai dit stop.
Et en fait, j'avais déjà depuis un moment ce projet de partir vers la montagne un peu qui m'attirait. Et au début, c'était je dirais pas un délire, mais c'était le Mont Blanc. Je voulais faire le Mont Blanc une fois dans ma vie, tant que j'étais jeune de préférence. Et ma mère m'avait toujours dit, Lilian, t'arrives même pas à marcher pour aller voir mamie au bout de la rue, et t'iras jamais au Mont Blanc, quoi. Elle dit, arrête tes conneries, en gros. Continue un autre sport, ce que tu veux, mais la montagne, c'est pas pour toi, quoi. Et en fin de compte, après, par la suite, j'ai réussi à me débrouiller, quoi. Ouais, tu t'es entraîné Ouais, comme c'est pour ça. la natation. Voilà, t'es pas parti du jour au Ah non, 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 lendemain. non, non. Non, non, j'ai commencé à acheter du matériel, j'ai rencontré des gens, et j'ai commencé mes premières écoles de glace, c'est pour apprendre les rudiments de l'alpinisme, quoi, et c'est là que j'ai vu que ça me plaisait. Alors j'avais déjà des expériences en montagne, mais avec la famille, les randos, la via ferrata, tout ça, hein. Donc je partais pas de rien en montagne, mais en alpinisme, oui, je partais de rien. Ouais, donc c'est là que tu t'es dit, tiens, nager dans l'eau, Mmh. c'était un petit peu trop facile, on va partir souffrir à Ah, je dirais 8000, quoi. ouais, je dirais pas que c'était facile, mais c'est un autre monde. C'est un autre monde, la montagne, c'est différent. La natation, ouais, on voit pas il y a pas de paysage, quoi, on va dire. Non, non, C'est ça ça c'est qui me sûr. manquait un peu Je vois dans toujours les lignes noires du ouais, fond de la ouais, piscine. c'est ça. À ce moment-là de ma vie, c'est ça qui me manquait un peu, quoi. Oui, et puis surtout que bon, voilà, t'es encore jeune, du coup, t'avais peut-être besoin d'explorer autre chose. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Ah, quand on voit les autres qui voyagent un peu et que toi, t'es là à la maison, tu vois les images à la télé, tu dis bon, j'aimerais bien voir ça aussi un jour quand même, même si la natation, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, hein. Oui, oui, t'as des bons Ah oui, souvenirs oui. dans tous les cas, oui. Ah bien sûr. Est-ce que tu penses que la natation t'a forgé un mental particulier pour encaisser la montagne ou alors c'est deux mondes totalement différents? Je dirais que c'est 2 mondes totalement différents, mais la natation de haut niveau comme ça, alors je connais pas les autres sports, mais je dirais que pour moi, c'est un des sports les plus durs parce que toute l'année, on est dans l'eau, 2 fois par jour, il fait nu l'hiver, je sais qu'on part le matin, il fait nuit, on rentre, il fait nuit, on voit pas la journée, passer. Dans l'année, on est bien physiquement, on est bien 2 semaines. Le reste du temps, on est au fond du trou, quoi. Ça va pas, on est fatigué, j'ai mal partout. Et en fait, pour encaisser ça, je pense on se crée un mental, on se crée une carapace un peu et c'est là on se crée un mental de sportif de haut niveau et la natation aide beaucoup et en montagne, forcément, on le retrouve derrière parce que il y a aussi ce phénomène à un moment, ça va pas, quoi. En montagne, il y a toujours un moment où on se dit: «Ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai rien à faire là. Je vais redescendre». On pourrait, hein, en plus en montagne, tu peux dire: «Bon, c'est bon, hein, il y a rien qui m'empêche de redescendre, quoi, je redescends». Et en fait, non, c'est à ce moment-là que le mental prend le dessus et que tu dis: «Bon, maintenant, je monte, quoi». Sauf s'il y a un impératif, Oui, bien météo ou sûr. quoi, mais non, la natation, a servi beaucoup. Quelle a été ta première montagne? Alors, ma première montagne, montagne, on va dire, c'était avec la famille. Je vais dire, c'était la Soufrière, en Guadeloupe, un petit volcan de 1 400 mètres. Et à La Réunion, j'ai fait le Piton des Neiges aussi, 3000 mètres. C'est mes premières montagnes entre guillemets, mais c'est que de la marche, quoi, c'est rien de spécial. Et après en alpinisme vraiment, c'était le Grand Paradis, 4061 mètres. Ça, c'était ma première montagne, alpinisme vraiment, crampons, piolets, Donc là, le 4 juin 2023. c'est ça. OK. Ensuite, tu as enchaîné avec le Mont Blanc, Ouais, la même année, septembre. septembre. Donc ouais, j'ai enchaîné assez rapidement. Alors entre-temps, j'avais toujours, avant le sommet, il y avait toujours une petite école de glace pour remettre au clair, certaines techniques, apprendre de nouvelles techniques. Bien sûr, il y a eu des écoles de glace avant le Grand Paradis, parce qu'on va pas sur pour moi, on va pas sur un 4000 comme ça, du jour au lendemain, quoi. Faut apprendre, je voulais savoir me débrouiller tout seul, en fait. Je voulais que s'il y a un problème, je puisse me débrouiller tout seul avec, mes mousquetons, la corde et tout ça, et pouvoir aider les autres, quoi. Du coup, c'est quoi? C'est des stages de 1 semaine, 2 semaines? Ouais, ça dépend. Il y a des stages de 2-3 jours, des stages de 5 jours. J'ai fait 5 jours, 3 jours, par-ci par-là, quoi. Dès que j'avais un peu de temps, je descendais dans les coins de Chamonix et hop, avec un guide, hein, bien sûr, hein, voilà. Ouais, ça s'est passé comme Donc ça. là, c'est que de la théorie, tu vois aussi de la pratique? Non, non, on est sur un glacier, c'est que de la pratique, hein. Alors la théorie, on en parle, comme toi et moi là, mais sur glacier. Après, hop, on met en place les dispositifs, on voit les techniques de remontée, on voit les techniques d'encordement, tout ça. Ça se voit en pratique. L'alpinisme, c'est de la pratique, hein. La théorie, ça marche pas très bien en général. Oui, il vaut mieux pratiquer tout de suite Ouais, et c'est ça, c'est là que ça rentre, quoi. ouais. Entre la douleur du froid et celle de l'effort en altitude, laquelle est la plus difficile à encaisser pour toi? Ça, c'est une question, dure parce que les 2 se complètent, en fait. Parce que plus on va monter en altitude, plus le froid qu'on va ressentir va être, sévère. Donc je dirais que maintenant le froid, je commence à gérer,
mais que mêlé à l'altitude, ça me fait plus de dégâts que si j'étais au niveau de la mer, quoi. Donc je dirais quand même que l'altitude, un peu plus dur à encaisser quand on n'est pas bien préparé que le froid, mais le froid empire en altitude, donc les deux sont très mal. Après, j'ai vu, tu as quand même des beaux équipements. Ouais, alors on n'a pas le choix. Là, pour le 8000, c'était indispensable d'avoir des équipements de haute technologie. J'ai demandé à des dizaines de personnes de quel équipement, vu avec les marques, par exemple Sri Lanka qui me suit. T'as des sponsors, ouais? Ouais, Sri Lanka m'aide dans la partie équipement. C'est eux qui m'avaient conseillé. D'autres mecs qui ont déjà fait l'Everest, des trucs comme ça, je les avais appelés. Des Américains, des Belges. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je connais le matos en alpinisme, mais là, on rentre dans un autre niveau, quoi. C'est la combinaison moins 60 degrés, le sac de couchage, faut choisir le bon parce que on va dormir habillé dedans. Les chaussures, faut pas que ça te fasse mal parce qu'on peut pas les enlever. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des détails que j'aurais jamais pu connaître sans des gens qui ont déjà été, quoi. Et eux, c'est pareil, ils ont appris de quelqu'un qui avait déjà été, et ainsi de suite. C'est un autre monde, hein. Le 8000, c'est vraiment, Ouais, ça se transmet un petit peu. ouais, c'est ça. Combien de degrés fait-il là-haut? À 8000, alors, il y a plusieurs périodes dans l'année, hein. Là, on monte, en général, les 8000, on les fait à la meilleure période, entre guillemets. Donc là, le Manaslu, c'est septembre-octobre. Donc, l'automne. S'il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, on va être dans les moins 30, moins 35 degrés en température extérieure. En ressenti, on est dans ces eaux-là. Et s'il y a du vent, ça peut descendre à moins 40, moins 45. Pas plus dans cette période. Par contre, dans d'autres périodes, on peut être à moins 50, moins 60 presque, hein. Waouh. Ça doit être chaud, hein, quand Ouais, c'est- ouais, ça fait froid. Du coup, comment on se prépare pour une ascension? Bah, en fait, je dirais que la prépa, ça dépend de chaque montagne, en fait. Le Mont Blanc, je l'ai préparé différemment que le Grand Paradis, que les 6000 que j'ai fait au Népal par la suite. En fait, bah, forcément, c'est logique, hein. Plus la montagne va être technique ou haute, plus l'entraînement et la prépa va être spécifique et importante. Là, pour le 8000, pour le Manaslu, je me prépare depuis peut-être 1 an et demi. Depuis avant que je revienne du Népal l'année dernière. Je me préparais déjà à ça. Et en fait, c'est beaucoup de cardio, course à pied. Moi, j'utilise la natation forcément. Et c'est pas mal parce que ça, niveau hypoxie, ça marche pas J'allais mal dire avec la montagne. justement, Ouais, ouais, t'es privé, ouais, tu c'est vas ça. devoir être la tête sous l'eau. Ouais. Donc, cardio, renforcement musculaire en muscu. Donc, il y a de la muscu, pas mal de bas du corps, hein, forcément, mais il y a du haut du corps, du gainage, il y a tout. C'est vachement complet. Parce qu'il faut endurer les 40 jours qui vont suivre derrière dans les conditions un peu dégueulasses. Ça, après de l'escalade un peu en salle, c'est juste pour le fun et pour s'habituer un peu et se mettre un peu dans le monde de la montagne. Ici à Metz, en plus, on n'a pas de montagne à part le Mont-Saint-Quentin. Voilà. C'est pour faire des petits rappels. Je repars sur un 4000 là au mois de juin pour me remettre un coup en jambe avant sur une montagne. Et j'ai une prépa en hypoxie derrière pendant 1 mois et demi pour préparer le corps un peu à ce manque d'oxygène chez moi j'aurai un vélo et je le dormirai sous tente qui simule une altitude de 5-6 000. Ok, donc c'est toute une installation qui va venir chez Ouais. toi pour que tu puisses te préparer. C'est ça. ok. C'est un équipement qu'on peut louer. Et en fait, moi j'utilise pour la montagne spécifiquement. Ça c'est déjà fait pour les mecs qui vont à l'Everest, mais il y a des mecs qui l'utilisent. Par exemple, je sais que Benoît Saint-Denis l'a utilisé avant un combat pour augmenter son taux de globules rouges avant le combat. En fait, c'est bénéfique dans tous les cas, hein. Les sportifs qui partent en haute altitude avant une compète pour être plus en forme, c'est C'est pas ce un que mythe, hein. j'utilise, ouais. Ça marche vraiment. Est-ce que tu es suivi par un coach? Non, le coach c'est moi. Ok. Bizarrement, on n'aurait pas pensé, mais ouais, c'est moi. Je m'étais dit que grâce à mon expérience que j'ai eue en natation pendant 10 ans et ce que j'ai appris depuis tout ce temps, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à me gérer un programme, j'arrivais à gérer ce que je devais faire avec les conseils que j'avais eu à droite, à gauche, de tous les gens que je connais. J'arrivais à déduire ce qui était le mieux pour moi. En fait, grâce au haut niveau, on en revient au même, grâce à la natation, je connais mon corps comme peu de gens, en fait. Et c'est ça qui me permet de pouvoir dire, bah, mon programme, cette semaine, je vais faire ça, 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 mais j'ai pas d'ordre précis, en fait. Si tel jour, avec mon métier, en plus, je sors de nuit, je suis pas bien,
je vais décaler l'entraînement, mais je vais faire autre chose. Enfin, je peux tout gérer comme ça grâce à mon expérience, en fait. Tu t'entraînes aussi peut-être au travail, du coup? Parce que vous avez des Ouais, séances ouais. d'entraînement. Alors, au travail, c'est plus spécifique, hein, parce qu'on peut partir en intervention à tout moment, donc c'est spécial. Oui, ça peut être écourté à tout Ouais. moment, mais vous en Mais avez quand en même. général, j'en profite pour mettre une séance en plus. C'est pas une séance qui est très très importante, mais c'est un truc qui est bénéfique dans tous les cas. Mais que je la fasse ou que je la fasse pas, en général, c'est pas une perte entre guillemets. Donc si je sors, c'est pas grave. Le 8 avril, tu as atteint l'Iceland Peak à 6165 mètres. Qu'est-ce que tu ressens quand tu poses le pied là-haut? Ah, c'était un sentiment assez spécial parce que première fois en Himalaya, première fois en Asie aussi, et on est au pied. Faut savoir, quand on est sur le sommet de l'Iceland Peak, on est au pied du massif de l'Everest en fait. On est dessus, mais de l'autre côté, en fait, d'un côté on a le Lhotse, c'est la 4e montagne la plus haute du monde, il fait 8500 mètres à peu près. Donc d'un côté on a un mur de roche, en fait, c'est comme si on était dans la vallée, quoi. On n'est pas c'est comme si on n'était pas dans un sommet. Et on se retourne de l'autre côté, et de l'autre côté, en fait, on est au-dessus du monde. On voit tout. T'es vraiment sur un sommet en Himalaya. Donc c'est assez spécial. Et ouais, j'avais un mélange de sentiments faut qu'on descende rapidement parce que là, je le sentais quand même, l'altitude. Et ça faisait que 6 jours que j'étais là, en fait, hein. On est arrivé très vite au sommet. Et un mélange de bonheur, de dire, je suis arrivé à un des premiers objectifs que j'ai en étant là. Et c'est spécial parce que tu regardes autour de toi, c'est un autre monde, hein. Tu restes longtemps là-bas ou? Au sommet de l'Iceland Peak, on est resté, je dirais pas si longtemps que ça. On a dû rester une trentaine de minutes, grand maximum. Ok. C'est un sommet qui est assez large. Donc on peut se permettre de rester avec les autres gens qui se croisent et tout ça. Il n'y avait pas grand monde, mais on peut se croiser. Donc non, ça va, on est resté quand même une trentaine de minutes, je dirais. C'est pas énorme sur un sommet non plus. Je sais qu'il y a des gens au sommet d'Everest qui restent 1h30, 2 heures, quoi. Avec l'oxygène, ça passe maintenant. Mais non, on est resté quand même un petit moment. Après, on est descendu rapidement, je commençais à avoir froid aux mains. J'avais pris un coup dans la montée. Faut dire que au bout de 6 jours, avec l'acclimatation qui était pas trop mal, mais pas optimale encore, j'avais pris un coup à la montée. Surtout que la montée de l'Iceland Peak, c'est que des cailloux pendant 3 heures de nuit. Et après, ça passe seulement sur le glacier. Et 3 heures de cailloux, c'était horrible. Horrible. mortel. Oh là là. Même le guide, il en avait marre. Il dit, putain, c'était pas comme ça la dernière fois. Bah, après, chaque fois que tu Ouais, retournes, ça doit être différent ça, là, ouais, par rapport ouais. aux saisons. Il connaît le chemin, mais il dit, la montagne, ça change tout le temps. De toute façon, on le voit, hein. Moi, entre là, quand j'ai été l'année dernière sur l'Iceland Peak, et un mec que je connais qui avait été 2 ans plus tôt, il m'a dit, ça a changé, hein. Ouais, ça a rien à Il voir. dit, la dernière montée, avant, c'était que de la glace et de la neige. Maintenant, c'est roche, glace et neige. Le réchauffement climatique, on le voit en Himalaya aussi, hein. Et c'est même pire que dans certains endroits, hein. On voit que les 6000, ils commencent à perdre la neige, à perdre la glace. Ouais, bah, quand tu vois la mer de glace Mm. à Ah Chamonix, oui, tu vois comme elle a ça va. reculé, on voit les photos. Moi, j'ai été qu'une seule fois, mais ils mettent les photos des années précédentes. Ouais. Et c'est impressionnant. Et quand tu descends le petit chemin, là, et qui te montre en 1900, il était à ce niveau et tout, c'est Ah ouais. impressionnant. Tu Ah dis, ouais, c'est parce pas que tu te possible. dis, ben, dans quelques années, ça Ah n'existera bah, plus, quoi. c'est voué à disparaître doucement, les glaciers, hein. Ouais, c'est bien dommage. Ouais. C'est triste. Ensuite, donc, tu fais le Lobuche Peak une semaine plus tard. Comment le corps et l'esprit gèrent ces 2 sommets en si peu de temps? Alors, ouais, une semaine plus tard, on se retrouve au Lobuche. Faut savoir que, du coup, on descend de l'Iceland Peak. Et en fait, on a une longue marche avant d'atteindre la zone du Lobuche, qui est en fait en face de l'Everest. Ok. Et donc nous, on avait décidé pour pouvoir se reposer et prendre un peu notre temps, entre guillemets, parce qu'il y avait qu'une semaine, hein, on passait par le camp de base de l'Everest. Parce que l'agence avec qui je partais, de Glacier Himalaya, l'expédition d'Everest commençait, en fait. Donc tout le camp était installé et on avait juste à venir, on passait quelques jours avec eux, on profitait un peu de l'ambiance et Ouais, puis tu peux discuter ouais, avec c'est justement, ça, prendre des conseils, comme tu dis. d'autres expériences avant de repartir. Et le camp de base d'Everest, c'est un des endroits les plus conforts de tout le voyage, je dirais. C'est vraiment, on a une petite tente individuelle, on tient debout dans la tente, on a un petit lit, franchement, on est vachement bien. Les Sherpas font à manger comme des dieux. Franchement, on est comme des rois là-bas. En fait, pour la récup, malgré qu'on est à 5003, c'est super. Donc, je me sentais vraiment bien après le camp de base d'Everest. Et après, on est parti au Lobuche. Et ça s'est enchaîné, du coup, pas trop mal parce que j'avais bien récupéré entre les deux.
J'étais mieux acclimaté parce que j'avais passé 3-4 jours au camp de base de l'Everest à 5003, donc plus haut que le camp de base de l'Island Peak. Donc après, quand on a remonté au high camp du Loubouché à 5150, c'était l'altitude normale maintenant. Ça allait, quoi. Ouais, ton corps avait pris le temps de s'habituer. C'est ça. Donc non, le Loubouché, physiquement, il est passé, je dirais pas comme sur des roulettes parce que c'est un 6000, ça reste, à un moment, ça reste dur. Mais il est vraiment bien passé. On a bien rigolé avec le guide. Franchement, j'ai un meilleur souvenir au Loubouché qu'au l'Island Peak. Le Mont Blanc ou l'Himalaya, qu'est-ce qui t'a le plus challengé? En challenge, c'est deux mondes différents. Hein. Faut le rappeler. Le Mont Blanc, c'est le plus haut sommet des Alpes. C'est pas les mêmes façons de monter. En Himalaya, il y a déjà toute la marche d'approche qu'on peut pas faire autrement qu'à pied. Ça dure des jours en fait et ça permet de s'acclimater déjà à l'altitude. Au Mont Blanc, on monte en 2 jours, quoi. On monte en 2 jours au Mont Blanc. Donc, je sais que le Mont Blanc, on passe de 650 Saint-Gervais à 3008 en 3-4 heures. Et tu te retrouves à 4008 en moins de 14 heures. Donc, ça monte très, très vite. Donc, le Malégu peut arriver assez rapidement derrière. Mais après, en étant honnête, je dirais quand même que l'Himalaya, c'est plus challengeant, on va dire. Parce que c'est l'Himalaya, à côté on a l'Everest, c'est directement une autre configuration parce que le matos on doit le porter à un moment donné, même s'il y a des gens qui nous aident à porter une partie du matos, on porte quand même un bon 15-20 kilos pendant la marche. Et à l'altitude c'est plus haut, donc on souffre plus, le froid un peu plus extrême, parce que le Mont Blanc c'est que 48 heures, hein. On a froid mais après ça faut redescendre donc ça va. Donc non, même techniquement, l'Himalaya est un peu plus dur quand même. Ouais, puis t'es dans une autre config, t'as tous les montagnes autour de toi. Ouais. Mont Blanc, c'est plus... il y a que le Mont Blanc, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Alors après, au Mont Blanc, le Mont Blanc, moi je l'ai fait par la voie normale pour la première fois, quand je l'ai fait. Techniquement, c'est pas surhumain. Il y a un ou deux passages avec un peu de vide, un peu de glace. On avait dû poser une broche pour être bien sécure, mais rien de très très dur. Mais dans les Alpes, il y a quand même des endroits qui sont 10 fois plus techniques que ce qu'on peut voir en Himalaya sur certains sommets. Hein. Là, l'Island Peak et le Loubouché Peak, c'est loin d'être les plus durs techniquement non plus. C'est plus dur que le Mont Blanc, mais c'est à cause de l'altitude et il y a quelques parois verticales, mais rien de très très dur non plus. Mais quand je vois les Grandes Jorasses, par la face nord, des trucs comme ça, dans les Alpes, il y a des sacrés monstres. Ça dépend par où tu passes. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment de doute où tu as failli abandonner? Justement, là où tu te disais, qu'est-ce que je fous là? Ouais, en montagne, tout le temps en fait. Enfin, tout le temps. À chaque montagne, il y a un moment où tu te dis non mais c'est pas possible. J'ai rien à faire là. Je suis un débile quoi. Je vais mourir, ça se trouve. Il y a un moment. Alors, dans les Alpes, j'y ai pas pensé plus que ça. Ouais, tu dis c'est 48 heures, donc ouais, voilà. Pas trop le temps entre guillemets, donc, c'est rapide. Et on a un guide français, donc on parle français avec le guide. T'es pas dans une bulle comme en Himalaya où. Alors je parle vraiment pas trop mal anglais. Les guides aussi, franchement, on s'entend bien. C'est vraiment comme nos potes. Mais en Himalaya, il y a cet autre sentiment où t'es tout seul. Tu sais que là, 6000, l'hélico, il va mettre un moment à arriver. Et encore, s'il arrive à poser le patin pour te lancer un câble, si t'es pas bien, t'es tout seul. Le guide, il comprend pas ce que tu rumines en français, que t'insultes le monde entier, il comprend rien. Lui, il a ses problèmes aussi. Hein. Les guides, ils vivent ça tous les jours, mais ils ont leurs problèmes aussi. Ça va pas toujours bien non plus pour eux. Et moi, je dirais un moment marquant, c'est par exemple en Himalaya, c'est quand je me suis retrouvé sur le Loubouché. Il y avait une expédition de l'Everest devant nous, en fait. On avait rattrapé pas mal de monde et on était dans les premiers, mais il restait une expédition à passer et à dépasser, en fait. Et on était de nuit dans une paroi de 25 mètres de haut, à la verticale. Et en fait, on était bloqué par une fille de l'expédition de devant qui avançait pas, elle avait le vertige. Alors, un peu con pour une expédition. Ah non, il y a des trucs qu'on voit, c'est pas terrible. Du coup, on était bloqué, resté à 4 heures du mat, 40 minutes dans la paroi là, sur une corde, avec le mec de devant qui a peur du vide. Là, c'était un peu spécial et tu te dis, je commence à avoir froid. Je veux dire, tu te refroidis vite, ouais, je pense. Et en fait, par la suite, un peu plus haut, c'est là que j'ai vu l'hélico arriver pour évacuer cette personne qui avait quand même décidé de monter encore un peu plus haut. Et elle a eu un mal aigu, elle a fait un
un mal aigu des montagnes assez grave, je dirais, parce qu'elle bougeait plus, elle avait du mal à respirer, crachait un peu de sang, tout ça. Donc l'hélico est venu la chercher et là, je l'ai vu repartir pendu dans le vide, à un câble, avec l'hélico qui décroche, parce Ça doit que être impressionnant. l'altitude, c'est un peu spécial. Ouais, là, tu te poses des questions, tu te dis, ouais, est-ce que je vais bien? Parce que j'ai pas envie de faire la même chose, hein. Là, c'est spécial, j'ai pas envie de me retrouver dans le même état. Donc tu te poses des questions et tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais là? Il y a des questions à se poser, j'ai envie de revoir ma famille, tout ça, donc non, et après ça a été, il y a le guide qui est là, et on sait pourquoi on est là aussi. Quand on s'engage dans une montagne en alpinisme, on sait qu'il y a toujours cette part de non contrôlable. On sait qu'il y a une chance, en fait, qu'on revienne pas. On n'y pense pas, mais avant d'y partir, c'est un truc qu'on doit prendre en compte. Comme dans d'autres sports, hein, la moto, ou je sais pas, il y a des risques tout le temps, mais là, en montagne, c'est quand même sévère. J'imagine. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes quand ça devient dur, justement? Ça, j'ai pas vraiment de phrase à proprement dit. Je dirais plus que c'est un peu des petits mots, genre, oublie pas pourquoi t'es là. Tout ce que t'as fait avant, tous les jours en Himalaya, par exemple, tous les jours que tu t'es tapé de marche, le froid que t'as enduré et tout. Et c'est plus des pensées pour la famille, de se dire, bah, ils savent que t'es là, ils se font du souci. Et en gros, les déçois pas, en descendant ou, enfin, même pour moi, en fait. C'est plus, joue sur mon ego, sur la famille. Plein de pensées comme ça aux gens que j'aime, que j'ai perdus. Plein de pensées à tous ces gens-là. C'est ça qui fait avancer, hein. Et après, tu décroches le cerveau. Tu dis, en gros, tu dis, je suis une merde si j'y vais pas, quoi. Ouais, il y a un peu Oui, ça. c'est de Moi, je l'ego, suis quoi, comme jeune, il y tu a un dis. peu ça. Ouais, bien sûr. Je m'insulte un peu presque. Je dis, allez, vas-y, t'es pas une merde, quoi. On y va. Arrête d'avoir mal, là, et c'est bon. Tu mets ça de côté, on y va. Mais en alpinisme, faut quand même garder ce sentiment faut faire ça. Faut mettre le cerveau de côté, continuer à avancer quoi qu'il arrive, mais faut quand même être lucide et dire, pourquoi je vais pas bien? Attends, pourquoi je suis en train de décrocher? Pourquoi, je ralentis le pas, entre guillemets, ou pourquoi je m'arrête? Parce que, est-ce que c'est un problème de physique? Est-ce que c'est un problème de mental? Si c'est ça, alors là, faut continuer parce que si tu t'arrêtes à cause du mental en Himalaya, c'est que t'as rien compris, quoi. Tu vas pas là-bas, pour arrêter comme ça. Par contre, si c'est un problème physique, là, faut se poser des questions, faut poser le pour et le contre, dire, est-ce que ça commence à être un mal aigu, quoi? Est-ce que j'ai mal au crâne? Est-ce que j'ai envie de vomir? Si ça va plus loin, est-ce que j'ai des problèmes d'articulation ou quoi? Enfin, faut oublier que là, bah, pour cette année, je vais me retrouver à 8000. L'hélico, il s'arrête à grand max 6000 mètres. Au-dessus, c'est moi et le Sherpa et il y a rien d'autre, hein. S'il m'arrive un truc, c'est moi qui redescendra sur les fesses ou sur les genoux ou... Comme tu peux. Ah oui, oui, c'est ça, hein. Moi, j'ai un ami, John Horn, c'est son surnom. Un médecin qui a fait l'Everest. Et il avait fait le Manaslu il y a 3 ans, je dirais. Et il avait pas atteint le sommet, mais parce qu'il avait un problème physique. Et il me dit, j'ai descendu 1000 mètres sur les fesses, hein. Il dit, dans les crevasses et tout, avec les cordes, en rappel assis, enfin. Il dit, je pouvais pas. L'hélico, il n'allait pas venir me chercher. Et il dit, l'hélico, il vient me chercher à 6000. Et encore avec du mal. Parce que pour l'hélico, pour qu'il arrive à cette altitude, il enlève tout, quoi. Il garde un siège. Toi, tu te couches à l'arrière, il y a plus rien dedans. Je les ai même vus enlever des cadrans, sur le tableau de bord pour être sûr que l'hélico, il se crache pas. Ah ouais, non, c'est spécial. Ouais, ça doit être impressionnant à voir. Qui t'est déjà arrivé de pleurer, du coup, en montagne? Oui. Ça fait un peu, De joie, de gnangnan de dire ça. tristesse, de... Ouais, non, de joie. C'est souvent de la joie, en fait. C'est, la première fois que ça m'a vraiment fait ça, c'était pas au Grand Paradis, c'était au Mont Blanc, je dirais. Parce que le Mont Blanc, bah, c'était un sommet que j'avais dans la tête depuis un moment, comme je l'ai dit avant, là. Ça, puis c'est notre sommet français aussi, Ouais, quoi, hein. c'est ça, c'est notre sommet occidental, c'est le sommet des Alpes, quoi. Et on le voit depuis Chamonix, en plus. Du coup, un sommet que t'as regardé depuis des semaines, tu te dis, ah, bah, ça y est, je suis dessus. Et en fait, j'avais été submergé un peu par, une émotion de bonheur, un peu. Mais avant d'arriver au sommet. Vraiment, 15 minutes avant d'arriver. Quand je commence à apercevoir le sommet, je dis, ça y est, bah, plus rien va m'arrêter, quoi. J'y suis. Et c'est là que j'ai commencé une petite larmichette, quoi. J'ai pas Ouais, mais chialé après, il n'y a non pas plus, de mais... honte, hein, il y a pas de Non, honte. mais une petite larmichette de, waouh, ça y est, quoi, j'y suis. Après, ça s'estompe assez vite quand même parce que, bah, il y a le froid, et la descente te rattrape assez vite mentalement. Parce que en alpinisme, faut savoir que quand t'arrives au sommet, que t'as fait que la moitié, en gros. Ouais, tu te Donc, dis, je suis en haut, mais il y a encore tout toute ce la qu'il faut pour redescente à faire et redescendre. les accidents arrivent souvent en descente.
bizarrement. Trop pressé de redescendre Ouais, c'est ce phénomène-là qui joue aussi entre la fatigue physique et la fatigue mentale et le corps, n'importe quel humain, on va dire, quand il arrive au sommet, c'est son but. Il a atteint le but. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu atteins ton but, tu es moins concentré après, tu sais que tu as fini ton objectif ultime, en fait. Et là, c'est là qu'il faut être lucide et se dire ah non, attends, c'est quand je serai en bas que ça sera officiellement le sommet que j'ai fait. Donc c'est là que c'est compliqué et se dire ouais non, la descente faut concentrer, faut pas glisser parce que ça va vite hein. Mais tu Ça- peux pas dire je monte en haut et puis après la descente. Ouais non. Il y en a au Mont Blanc qui le font, je crois. Hein. Ils arrivent au sommet et après ça va plus du tout et hop l'hélico il monte. L'hélico il monte au Mont Blanc. Ouais, Alors c'est quand beaucoup il fait moins haut, pas comme beau tu il dis. monte Ouais. pas mais ouais il y a beaucoup de gens qui montent au Mont Blanc par an. Hein. Après c'est un business. Hein. Tu peux faire des descentes en parapente, il me semble, depuis Ouais le sommet. bien Hein. sûr. Il y en a qui le font en parapente. Il y en a qui descendent à ski, mais pas du haut, d'un peu plus bas. Mais ils descendent à ski après. Et sinon à pied en général. Pour moi, c'est le truc le plus logique de descendre à pied, surtout que je voulais aller en Himalaya. La descente, elle va être interminable, donc Oui, autant mais que je pour une m'entraîne. première, je pense que Ouais. oui, à pied. Après, maintenant, si un jour tu viens le refaire, pourquoi Non, pas le faire en parapente, c'est parapente, sympa. ça va Hein. être cool. Moi, je l'avais fait, mais depuis je sais plus combien, 1800 mètres, je crois. La Ouais. toute première station. Ah oui, quand tu vas à l'Aiguille du Midi. Ouais, c'est ça, Ouais, voilà. T'as une première station qui s'arrête et moi, donc j'étais monté à l'Aiguille du Midi, j'avais visité un peu le haut. Je voyais justement tous les gens qui Ouais. partaient à l'ascension. Et après, j'étais redescendu donc à 1800 mètres, il me semble. Et là, j'avais fait la descente en parapente. Et ça, je me suis dit, Ah en ouais, haut, la ça vue doit est être. folle. Ouais, déjà là, c'est fou, mais je me dis d'en haut, Mm. descendre en parapente, ça doit être La vue est folle. impressionnant, Ah quoi. oui. Après, bon, voilà, comme tu dis, c'est un business. Le Oui, bon tarif, après. voilà, est correct aussi pour une descente Oui. en parapente depuis le haut. Et puis, encore faut-il y arriver en haut. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, je sais que c'est un peu plus technique de décoller du Mont Blanc parce que les vents sont un peu plus rudes. Et faut pas se tromper de côté, quoi. Si t'as prévu d'atterrir à Chamonix, faut pas se retrouver à Courmayeur de l'autre côté parce que sinon, ça va être Ouais, parce que là, il compliqué. y a rien y a Ah rien qui te cache les bah, vents. Là, t'es en haut, donc. si le vent, à un moment donné, il t'emmène de l'autre côté, alors je n'y connais rien en parapente, hein, mais si le vent, à un moment donné, je pense qu'il t'emmène de l'autre côté et que tu passes en dessous des sommets, tu peux pas revenir, hein, je crois. Après, ça doit être Mais il y compliqué a de retourner de des l'autre histoires comme côté. ça de mecs qui décollaient de Chamonix, du bas, et qui, avec les vents ascendants et tout, arrivaient à se retrouver sur le Mont Blanc. Ah, remonter En du coup. remontant, mais que en parapente, hein, bien Ouais, sûr, ouais, ouais. mais ils arrivaient à faire ça. Alors, il y a C'est eu des ouf. problèmes parce que les mecs arrivent en haut, il n'y avait plus de vent. Ah. Habillés en short t-shirt, Ah ouais, non, ouais. bloqués. L'hélico venait les chercher, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis bloqué. Ah ouais, non, j'imagine, ça doit être ça. Ça doit être sympa. Est-ce que tu ressens une forme de méditation ou de spiritualité là-haut, dans un silence total? Ouais, en montagne, il y a une forme de spiritualité un peu, parce que, bah, comme tu dis, on est tout seul. Il y a un certain silence qu'on n'a pas en ville, en fait. C'est bizarre. On est un peu dans un autre monde. Moi, j'ai tendance à dire que plus on monte en altitude, plus c'est un peu lunaire, on va dire. Parce que là, sur les 6000 de nuit, t'entends que les 2-3 cailloux qui glissent en dessous de ta chaussure, les cailloux qui glissent des mecs qui sont en train de marcher à côté. C'est tout, quoi. Il y a rien. Il y a une avalanche par-ci par-là qui te rappelle que au-dessus il y a des trucs, mais sinon il y a rien. Tu vois les étoiles, pas un bruit, pas d'hélico qui vole la nuit. T'es là, t'entends juste ton souffle en fait. Alors des fois tu pètes un câble, parce que entendre son souffle c'est pas ouf. Hein. Moi j'aime pas trop. Mais non t'as le temps de réfléchir à ta vie en fait. T'as le temps de dire ah bah tout ce que j'ai fait depuis ces dernières années. Enfin t'as le temps de penser à tout ce que tu veux. La montée est tellement longue en général que t'as 10 000 questions qui te passent par la tête, 10 000 choses que t'imagines. Le sommet, tu l'imagines aussi. Enfin, et tu penses à plein de trucs. Et il y a même moi, je sais qu'en Himalaya, ça m'est beaucoup arrivé parce que faut savoir que les Sherpas sont très très croyants. Alors, j'arriverai pas à dire c'est quoi ça tire vers le bouddhisme, mais j'arriverai pas à dire exactement. C'est une forme de bouddhisme, mais c'est spécial. Et tous les drapeaux qu'on voit dans les films là, c'est des drapeaux de prière. Et en fait, faut savoir qu'avant chaque sommet, on bénit un peu la montagne avec une petite cérémonie. Sur les 6000, c'était une petite. Sur les 8000, comme je fais cette année, ou l'Everest, c'est une grosse cérémonie qui dure bien 2-3 heures. En fait, on demande l'autorisation à la montagne de passer et qu'elle nous laisse monter sans encombre et sans problème, quoi. Et en fait, même si on n'y croit pas ou que c'est pas notre religion et tout, bah, on respecte quand même. Il y a une forme d'énorme respect
qui se crée pour leur religion et ce qui se passe, et on se met à y croire en fait. Je sais que moi, la religion c'est pas mon délire, mais arrivé là-bas, bah t'écoutes ce qu'ils disent même si tu comprends rien, et tu joues le truc comme eux quoi. Tu restes avec le moine, tu le laisses te bénir, bénir l'équipement et tout, et pendant la montée tu penses, tu te dis ah j'espère que ça va passer, qu'on a bien fait ce qu'il fallait, parce que en général quand t'entends une avalanche, c'est t'as rien à faire là quoi. Mais non ouais c'est spécial. Ouais, t'es plongé vraiment dedans, Ouais. même si t'es pas T'es croyant. dans un autre monde. C'est tellement Mm. officiel et solennel Ouais, que du coup, ouais, c'est que arriver au sommet, ou s'il y a vraiment un passage technique, où là, tu penses au passage technique, mais arriver au sommet, c'est là que tu redécroches un peu de ce monde-là, et tu reviens un peu dans la réalité, entre guillemets, en disant, bah voilà, faut penser à la descente, et tu penses à ta famille et tout ça, et là, tu reviens dans la réalité. Mais je dirais que c'est souvent dans la montée que je me suis retrouvé dans des états un peu où t'es là, t'es là, tu penses à tout, tu penses à rien, tu marches, mais tu sais pas vraiment où t'es. Parce que tu connais la montagne, moi, en général, je la connais sur carte. Je connais les 2-3 passages importants, tout ça. J'ai reconnu l'itinéraire. Mais tant que tu l'as pas vu, tu sais pas exactement où t'es dans la montagne, mis à part avec le GPS. Donc, en fait, tu sais pas vraiment où t'es. Donc, t'y penses pas, et donc tu passes à autre chose. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien foutu. T'as les cartes 3D maintenant, C'est donc pas mal. C'est pas ce qu'il mal. n'avait pas avant, ouais. Mais en Himalaya, alors, on connaît les itinéraires parce que ça a été fait et refait. Je vais pas ouvrir une voie en Himalaya demain. Donc, les itinéraires sont connus, mais par contre, ça reste approximatif, quoi. Ça reste, on sait qu'on passe par là, mais bon, d'une année à l'autre, ça change. Il y a pas vraiment ouais. une corde qui te monte jusqu'en haut et te dire c'est le chemin Ah là. non, non, C'est non, non, non. Bah, chaque année, sur les 8000, en fait, on retend les cordes, enfin, on retrace une nouvelle trace, selon l'itinéraire, et on repose les cordes. Donc, en fait, là, par exemple, l'année prochaine, je sais qu'à un moment, potentiellement, ça va être moi et mon Sherpa qui allons partir, devant et poser les cordes, sur une petite partie. Donc, c'est nous qui allons ouvrir la voie sur une petite partie, en fait, et ainsi de suite. Et après, sur la dernière partie, c'est que les Sherpas, parce qu'eux, ils connaissent la montagne jusqu'au sommet, là, ils posent les cordes jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ça se passe en Himalaya, même pour les échelles qu'on voit dans les films beaucoup, dans les vidéos. Chaque année, il faut savoir que chaque année, ils en reposent de nouvelles. Mais même des fois, chez l'Everest et au Manaslu, ça se passe beaucoup. Ils posent une échelle la première semaine. 2 semaines plus tard, l'échelle elle est plus là, elle est tombée, ou parce que le glacier il bouge, il avance. ça a bougé, la crevasse a été plus grande c'est et ça. du coup l'échelle est en L'échelle bas, se quoi. barre. Du coup, il n'y a plus d'échelle, faut retrouver une autre. Il l'accroche pas avec une corne un peu dans le Si. glacier, ouais. Mais quand elle s'écarte, la crevasse, au bout d'un moment, il y a tout qui se casse la gueule. Ah ouais, il y a rien qui Ouais, reste, c'est ça. assez les cascades de glace comme le Khumbu, la cascade du Khumbu ou au Manaslu. C'est assez anarchique hein, quand même. On se retrouve avec des gros blocs de sérac au-dessus de nous, mais qui font la taille d'un immeuble de 10 étages, quoi. C'est énorme, hein. C'est énorme comme bloc de glace, et tu passes en dessous, un peu comme si de rien n'était, tu dis, ouh, Ouais, on va là, aller tu vite. repenses aux prières du Ouais, c'est Sherpa, ça. justement. J'espère que ça va tenir. Juste 10 minutes le temps que je passe, après ça lâche, mais voilà. C'est notre mentalité en Himalaya quand même. Tu vas tenter donc le Manaslu, 8163 mètres. Tu te prépares depuis 1 an et demi, tu dis mais comment on se prépare physiquement à ça? Ouais, c'est ça. Bah alors pour le Manaslu, du coup, c'est beaucoup de prépa physique comme je l'ai dit avant, tu sais, avec la natation, la course à pied, pas mal. Je sais qu'une fois par mois maintenant j'ai une marche lestée de 4. J'essaie de faire 4-5 heures où je mets 20 kilos dans un sac à dos et je vais marcher. Alors je m'amuse à faire des montées de Saint-Quentin, ainsi de suite. Ici il y a que ça. Je vais aller dans les Vosges un peu faire ça. Une fois par mois je me force à le faire, même si c'est pas très drôle. Une fois par semaine, j'ai 1 heure de montée de marche en salle. Tout basique, mais c'est des mouvements basiques qu'on fait pas forcément, mais c'est ça que j'aurais besoin là-bas, savoir monter, savoir avoir du poids dans un sac à dos, et après du renforcement musculaire, et ce fameux phénomène, enfin ce fameux protocole en hypoxie que je ferai juste avant de partir le dernier mois et demi, qui va me permettre de refaire un peu le globule rouge, de préacclimater entre guillemets rapidement à l'altitude, et d'augmenter un peu la forme physique en arrivant là-bas. Pendant 1 mois et demi, tu vas 1 rester mois et dans demi, l'attente hypoxique, alors. ouais, c'est ça. Alors dès que j'ai du temps, hein, Oui, pas bien tout le sûr, temps, oui, mais dès pas que j'ai du 24 temps, sur ouais, 24, c'est mais ça. Et là, au mois de juin, je repars faire la barre des écrins dans le massif des écrins là, à 4100, pour me remettre en jambes, faire un peu retoucher un peu le matos avant d'aller là-bas. Et voilà, hein.
C'est spécial. Un 8000, c'est spécial à préparer parce qu'en plus, nous, ici, on n'a rien. En montagne, on a que dalle. Il y a des mecs qui passent toute leur année dans la montagne, donc c'est un peu plus facile, entre guillemets. Mais ici, c'est du bidouillage. Moi, j'aime bien dire que c'est du bidouillage. C'est, je sais que j'ai besoin de cardio, bah, hop, cardio. Je sais que j'ai besoin de renforcement musculaire, bah, hop, renforcement musculaire. Ça, c'est là pour la partie physique. Pour la partie mentale, moi, je sais que les expériences d'autres gens, les films, c'est bête, mais même si c'est pas la réalité pure et dure, les films ou les livres sur des histoires vraies, ça m'aide pas mal à me préparer mentalement à ce que je vais voir, à ce que potentiellement je vais vivre, ce qui peut arriver. Tu vois, j'ai vu que tu as vu un film Didi, c'est ça? Ouais. Ça parle de quoi à peu près? Ça, c'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps sur une grande dame de Thionville, Anita Fatis, en fait, qui est atteinte de la sclérose en plaques et qui est partie en Himalaya là il y a pas longtemps pour tenter un sommet de 6000 avec sa maladie. C'est un truc de fou, quoi. C'est que du mental et en fait ça m'a rappelé des souvenirs de ce qui se passait là-bas et découvrir une histoire d'une personne que je connaissais pas forcément mais qui a tout autant de mérite que n'importe qui, quoi. C'est énorme ce qu'elle a fait, ouais. C'est énorme. Effectivement, et quand tu as une maladie, surtout la Ouais. sclérose en plaques, Ah, elle a pas vécu la même chose que moi. Enfin, moi je le vis durement, mais elle, c'est autre chose, quoi. C'est un autre défi, c'est encore autre chose. Je peux même pas dire ce qu'elle a vécu parce que je peux pas, enfin, moi, je suis pas atteint de maladie, donc, déjà que moi c'est dur, j'imagine pas ce qu'elle a traversé, quoi. tu as pu échanger un petit peu avec elle ou... Ouais, un petit peu, ouais, rapidement. Et avec son équipe, il y a eu des moments assez durs. Par exemple, le civil, ils l'ont pas atteint à cause de conditions météo ou des trucs comme ça, mais il y a eu des moments très très durs, des moments où son appareillage il y avait un peu de problèmes dessus, donc il a fallu réparer avec les Sherpas. Et c'est là qu'on revoit la bonté des Sherpas, en fait. Les mecs, ils connaissent pas la maladie là, ou ils connaissent pas les appareillages, en fait, ils font tout pour l'aider. Ça, c'est des gens en or, les gars là. C'est vraiment un autre état d'esprit qu'on peut voir en Europe des fois. Ouais, c'est une autre mentalité. Après, c'est une autre population. C'est Ouais, c'est totalement ça. différent, hein. Est-ce que mentalement, tu as des routines ou des techniques pour vraiment gérer le stress, le vide, la solitude? Sur le stress, bah, j'utilise un peu mon expérience en natation, avec les grosses compètes et tout ça, où en général, j'arrive à me calmer, à penser à autre chose, à dévier un peu du sujet. Moi, j'utilise cette technique un peu je pense à autre chose, je dévie un peu. Je pense à des trucs qui me font plaisir, des trucs que j'aime bien. Tu te mets dans ta bulle? Ouais, c'est ça. La musique, moi, j'aime bien. La musique, je sais qu'en montagne, l'année dernière, j'ai beaucoup utilisé en Himalaya. Ça me raccrochait un peu, en plus, au monde, moderne, on va dire, parce on vit un peu à la rude là-bas, dans le froid et tout, et la musique me raccrochait un peu à la France, Pas lors de la montée, du coup. Vraiment non, quand pas tu pendant la étais montée, en mais bas, en bas dans les camps. dans l'attente, en fait. Ce qui est très dur en Himalaya, c'est l'attente en général, parce qu'il faut s'acclimater, mais tu restes dans ta tente, t'attends, quoi. Tu joues aux cartes avec les Sherpas, ou alors tu regardes, t'écoutes de la musique que t'as enregistrée auparavant. Toi, t'as vu que t'as pas beaucoup de réseau, t'envoies un message par-ci par-là, mais rien de plus. C'est tout, quoi. Donc en fait, t'attends, Donc là, tu gères vraiment la solitude. ouais, c'est ça. La solitude, tu peux pas, moi, je trouve qu'on peut pas le préparer. Je dirais que ça rentre dans le domaine du mental où faut se dire, bah, c'est dur, mais je vais tenir, quoi. Et laisser passer la journée, laisser couler la journée, sans trop penser. Donc la solitude, ouais, c'est le truc le plus dur à préparer, je dirais. Parce que là, du coup, ça va durer combien de temps, cette montée? Là, je serai au Népal pendant 40 jours. Et il y aura, on a prévu avec le Sherpa là-bas 35-36 jours près de la montagne, quoi. Donc solitude, isolé du monde, ouais, pendant 35 jours. Après, on n'est pas tout seul, là, on a quand même une grosse équipe. Donc en fait, il y a quand même tu vois des gens un peu tout le temps, plus les gens que tu découvres, les Américains, les Suisses, les Belges, tout ça. C'est des gens que tu rencontres en fait là-bas, donc t'as plein de choses à te dire dans les 10 premiers jours. Donc les 10 premiers jours passent vite. C'est après quand ça devient dur pour tout le monde, c'est là qu'il faut pas qu'il y ait de tension. Faut que tout le monde soit bien, c'est là que ça se complexifie un peu, quoi. Bon, après, il faut pas oublier, voilà, que vous êtes tous là pour le Bah même, oui, oui. pour le même objectif, de toute façon. Et on est tous différenciés, on monte pas ensemble, en fait. Enfin, on monte pas ensemble. On est rattachés d'un point de vue logistique.
pour que ça soit plus facile pour la nourriture et tout ça, parce que ça serait ça serait horrible sinon à faire. Mais sur la montagne, en fait, on est chaque personne comme moi qui vient de l'Europe ou de l'Amérique a un Sherpa guide avec lui qui connaît la montagne. Et en fait, on est en duo tous et on va monter en duo. Donc en fait, si moi et mon Sherpa on décide que tel jour on se sent pas trop bien ou il y a un truc qui va pas, on monte pas, et que les autres veulent monter, ils montent. C'est pas un souci. Et ainsi de suite, quoi. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Tous les jours, tu as des nouveaux arrivés, et puis du coup, tu as des montées, t'en as qui redescendent, Ouais, qui c'est repartent ça, après. c'est ça. Après, on a tous la même période un peu, donc on va tous arriver dans les eaux du 6-7 septembre au pied de la montagne, et on va tous repartir dans les eaux du 5 octobre de là-bas, quoi. On a tous cette même période, mais dans cette même période, il y en a qui gèrent différemment. Tu sais combien de personnes à peu près il y aura sur le camp? Sur le camp de base, voilà. Je pense que Manaslu, on est beaucoup moins gros que l'Everest, donc je pense qu'on sera un bon 300-400, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, donc ça 300-400 doit être un personnes. sacré camp de base. Ouais, c'est gros. 300-400 à monter ou 300-400 Non, avec les Sherpas? 300-400 avec toute la logistique compris. Ok. C'est-à-dire qu'il y a les cuisiniers, il y a les mecs qui montent les tentes, enfin il y a plein de choses. Et après à monter, en général, par an, je dirais qu'il va y avoir 150 personnes qui vont monter sur la montagne. C'est pas mal déjà, hein, Ah ouais, mais bien sûr, ça. mais c'est un ça beau va chiffre. comparé à l'Everest, on est moins. C'est beaucoup moins gros que l'Everest. Moins connu, moins touristique, on va dire. Qu'est-ce que tu emportes dans ton sac, même quand tu es à 8000? Ah, c'est compliqué parce qu'à 8000, j'essaie de dégager tout ce que je peux parce que c'est trop lourd après. Non, j'ai toujours moi je suis un peu un fou de la prévention, j'ai l'impression en montagne, j'ai toujours 2 paires de gants, 2 paires de chaussettes, alors que je vais pas changer de chaussettes en montagne, hein, mais je sais pas, j'ai un espèce de petit tic là-dessus. Et après en petit gris-gris, on va dire, de bonheur, de porte-bonheur ou quoi, je sais que j'ai toujours un petit couteau. Je sais pas à quoi il va me servir, mais j'ai toujours un petit couteau avec moi, toujours le même. C'est un couteau pourri, hein, je suis même pas sûr qu'il coupe bien, mais c'est un petit couteau, je l'ai toujours dans mon sac à côté de moi, et j'ai toujours mon téléphone. Alors, ça paraît pas un gris-gris de fou et tout ça, mais en fait, il me sert à rien. Je l'ai avec moi, mais il me sert à rien. Oui, parce Je peux qu'en haut, pas appeler. là-bas, ouais. Je peux pas appeler, je le sors, il gèle. Le nombre de fois que j'ai reçu un message de Siri Apple, là, qui me dit je refuse de démarrer le téléphone tant que j'ai pas une température convenable. Il me sert à rien mon téléphone là-bas, mais je l'ai avec moi. Ouais, c'est psychologique, quoi. Ouais, j'ai le sentiment un peu grâce à ça, je suis rattaché un peu à la France, à là où j'habite, quoi. Même si ça me sert. Ouais. Est-ce que tu as un rituel quand tu arrives au sommet? Pas vraiment de rituel à proprement dit. Alors de la natation, j'ai quand même des tics, un peu comme tous les sportifs de niveau. Faut savoir que tous les sportifs de haut niveau ont un tic. Alors on les voit pas forcément, mais c'est monstrueux. Et par exemple, j'ai un ami, moi, qui pouvait pas dormir en compétition si son lit était pas vers le nord, quoi. Si son lit d'hôtel était pas vers le nord, il dormait pas. Et du coup, il déplaçait le lit, il mettait vers le nord. Oh, c'est fou, ça. Ouais, non, il y a plein de trucs comme ça. Alors moi, ouais, moi, je suis moins Je vais dire quel est le tien, du coup. On extrême que balance ça. les amis, mais... Moins extrême que ça, mais au sommet, j'ai ce truc de... Je suis hyper content d'abord, mais après, j'ai peur de pas avoir assez le temps de prendre des photos. Moi, j'ai un peu ce truc de... Je veux avoir la photo Instagram et tout, machin, la plus belle que je peux avoir pour m'en souvenir. Mais j'ai peur que j'en ai pas assez, et de pas en avoir assez. Du coup, je mitraille le sommet de tous les côtés et je les trie par la suite. Il y en a qui sont moches, hein. Mais je mitraille de tous les côtés le sommet, quitte à pas regarder moi-même, en fait, le sommet vraiment de mes propres yeux, quoi. Ouais, tu profites peut-être pas assez. Pas assez, ouais. Ouais. Du coup, non, j'ai un peu cette peur de pas avoir assez de photos pour montrer, pour raconter. À la famille, tout aux ça. amis, ouais. Ouais. Mais ouais, non, j'ai pas trop de... Mis à part ça, j'ai pas de... Là, du coup, tu vas faire comment à 8000? Si tu le sors, le téléphone, il va congeler. Là, j'ai des GoPro, j'ai des caméras qui seront protégées et tout. Je vais essayer de filmer toute l'ascension. Et je ferai un montage et tout ça après. Et grâce à ça, j'aurais pas sorti mon téléphone. Et justement, après le sommet, quand tu arrives en bas, est-ce que tu as une récompense, un petit repas fétiche Voilà. que tu aimes bien? Ah oui, ça, direct. Alors, en arrivant en bas directement, non.
parce que là en Himalaya en plus il y a rien autour. On arrive au camp de base, mais là on refait toutes les affaires. Allez, oui, je sais qu'il va y avoir une petite fête au camp de base avec les Sherpas, on va danser, ça va être un peu la boum du mois, quoi. Mais c'est plus pour être une dernière fois tous ensemble, fêter le sommet, si on y arrive, hein, bien sûr. Faut pas oublier qu'il y a les conditions météo qui peuvent jouer et la forme physique, hein. Donc si ça se passe bien, bah il y aura ça, il y aura oui un bon repas le soir, je pense. Je sais pas ce que c'est. Par contre, ouais, il y a quand je reviens du Népal, je l'ai déjà fait l'année dernière, il y a un bon gros McDo monstrueux qui arrive à l'aéroport en général à l'escale. J'ai une escale quand j'y vais. Et en général, ouais, je passe au McDo et les gens me regardent bizarre. Parce que, bah là, quand j'étais passé à l'escale à Dubaï, je me souviens toujours, je commande à la borne. Alors, je comprends rien déjà parce que, va le mettre en anglais quand c'est en arabe. J'arrive pas, je comprends pas. Donc, il y a même pas les petits drapeaux et tout. Donc, impossible. Je demande de l'aide. Et je fais ma commande, je paye, je vais là où on va chercher la commande. Je sais pas comment t'appelles ça. Et la dame, elle me regarde, elle fait la 67, on va dire. Je dis, oui, c'est moi. Elle me regarde, elle me fait, bah, dites à vos copains de venir avec vous. Ils sont où les autres? Parce que là, Ils sont où vous les n'arriverez autres? pas à le porter tout seul. Je dis, non, mais je suis tout seul. Elle m'a regardé, il y a eu un blanc. Et combien d'euros à peu près de Ouais, commande? j'en ai pour, je pense, 46 €, je crois, 47 €. Ouais, bah, Ouais, pas mal, quoi. un bon repas, quoi. Bah, elle m'a aidé à porter, hein. Elle pouvait pas y aller tout seul. J'étais m'installer au fond, là. Il y avait 2-3 plateaux, elle m'a aidé, hein. Faut demander un sponsor chez McDo, du coup. Ah non, horrible. Mais ouais, non, ça c'était drôle. Mais ouais, McDo, moi en général, c'est bête, hein, mais j'aime bien. J'en mange pas beaucoup, mais quand j'en mange, Ça, tu te fais plaisir. ouais, c'est ça. Surtout au Népal. J'ai vu du coup que tu ne pars pas seul. C'est qui l'autre fou avec toi qui va tenter l'ascension? Normalement, j'ai un collègue qui vient avec moi. C'est Jocelyn Léger. Et en fait, il travaille avec moi. Il est à Thionville aussi. Et en fait, quand j'avais monté le projet, des fois à la caserne, on me posait des questions, donc j'en parlais. Et il avait entendu une fois que je parlais de ça. Et lui, il m'a dit, mais moi, c'est aussi un de mes rêves d'aller sur un 8000 et tout. Et du coup, il a dit, bah, pourquoi on partirait pas ensemble? J'ai dit, bah, pas de souci, en fait, il y a pas de problème. Donc, je lui donne des conseils, je l'aide, et en fait, on va partir ensemble. Donc, il sera dans la même expédition que moi. Donc, pareil, on sera tous divisés, donc il sera pas avec mon Sherpa et moi dans l'équipe, mais Mais vous serez là sur le camp de base ouais, en même temps, quoi. bah, c'est toujours agréable parce que t'as toujours un pote. Bah, j'allais dire, du coup, voilà, la solitude sera peut-être un peu Ouais, t'as moins toujours un dure. pote avec qui partager le truc, et parler français de temps en temps parce que, pareil, l'anglais, même quand tu te débrouilles bien, c'est super. Mais au bout d'un moment, Ouais, t'as besoin de tes racines, je t'as pense. besoin un peu de parler français pour dire, ah, ça fait du bien quand même, là, de parler. J'en ai rencontré l'année dernière, ça fait du bien. Mais c'est fou, hein, parce que tu rencontres des Français, tu restes 3 heures avec, mais pendant 3 heures, t'arrêtes pas de parler. Ouais, ça te fait du bien, certainement. Tu parles de tout n'importe quoi, il y a pas besoin de réfléchir aux mots pour que l'autre comprenne, enfin, non, ça vient tout seul. C'est ça qui est bien. Du coup, à la caserne, vous devez certainement vous entraîner à monter dans la tour, là, avec les escaliers. Ouais, bah, on travaille pas ensemble dans la même équipe, mais ouais, quand on est de garde, généralement, on se voit passer dans la tour. Ouais, parce que du coup, tu peux t'entraîner directement Ouais, à des fois, Thionville, ouais. je fais ça là-bas, ouais. Tu mets ta bouteille d'oxygène et tu montes en haut pour Ouais, même faire pas, ton moi, cardio. on fait 100. On fait 100, ouais. Mais, je sais, bah, par exemple, dimanche, je travaille, je vais le faire, quoi. Par exemple, je vais essayer de faire monter le maximum de fois la tour et tout ça, mais c'est agréable, c'est dehors, voilà, c'est sympa. T'as une belle vue d'en haut? Ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est Thionville. Mais, Bien sûr, bien sûr. mais non, ça va. Non, en haut, on voit bien Thionville. Le Manasluss, c'est pas une rando du dimanche, hein. Comment tu gères cette réalité des risques de décès et notamment les stats assez flippantes? Ouais. Bah, ça, c'est un truc que, comme je dis, que les alpinistes, en général, on sait avant de partir. Et alors c'est bizarre, il y a pas vraiment de préparation là-dessus. Enfin, on est conscient des risques, on sait la part de chance qu'il y a d'un point de vue statistique de parvenir ou d'avoir un problème ou de n'importe quoi. En fait, tout peut arriver, hein. Une avalanche, une crevasse qui s'ouvre, un sérac qui tombe dessus, toi qui as un problème physique, enfin n'importe quoi. Il y a des scénarios monstres qui peuvent arriver. Et en fait, tu te prépares juste à dire bon écoute, je sais les risques. Mais on va tout faire pour pas que ça arrive. Ouais. Et si ça arrive, je veux être prêt, donc je me prépare d'un point de vue technique ou d'un point de vue matériel, me dire bah voilà, si demain je suis bloqué à 7009 dans le froid, dans le vent, t'as ton petit couteau. Ouais, j'ai mon petit couteau ou alors j'ai mes chaussures avec
la batterie qui chauffe la semelle, enfin, des trucs comme ça. C'est des détails, mais Oui, qui te permettront peut-être de d'attendre des gratter des minutes secours. Ouais. qui potentiellement peuvent me faire descendre un petit peu plus bas ou des trucs comme ça, quoi. Ok, parce que là, ouais, pour rappel, 18% quand même. Ouais, c'est pas mal. 18%, c'est pas mal, mais après, tous les 8000 sont bien classés dans ce domaine-là, en général. 18%, on est dans la moyenne haute, on va dire. C'est plus que l'Everest, mais c'est moins que le K2, par exemple, ou l'Annapurna, qui eux sont à presque 35% de décès. Après, c'est des statistiques. Oui, ça reste des stats, bien sûr. Nous, quand on y va, en fait, on connaît la part de risque et on sait à quel moment on va pas aller plus loin. Par exemple, moi, je me donne des barres comme ça fatidiques où je me dis, bah, par exemple, par rapport au Malaigue des montagnes, si je vomis ou si trop mal au crâne ou que j'ai du mal à bouger, bah là, c'est fin, je descends. Il y a pas de discussion. Le vomissement, par exemple, moi, à mon avis, ça sera si je vomis et que je sens que Ouais, tu c'est cherches vraiment le mal pas aigu, je à chercherai gratter quelques pas. mètres Ah non plus non haut, non tu non descends direct, quoi. non non. Et il y a ça ou alors un vent extrême ou plein de trucs comme ça. C'est des barres où tu te dis bah non, j'irai pas plus loin. Il faut être conscient de. Pour moi, c'est important de se mettre ces barrières là parce que la barrière là, elle peut intervenir à 100 mètres du sommet, quoi. Sauf que 100 mètres à cette altitude là en Himalaya, ça peut être encore 1 heure de marche, quoi, au moins. Ouais, tu les fais pas en 5 minutes, Donc quoi. même si le sommet tu le vois, ça se trouve des fois il reste encore 40 minutes, quoi. Et 40 minutes à l'aller, 40 minutes au retour, ça Ouais, fait quand déjà t'es une mal, heure et tu te dis c'est demie. pas la peine, quoi. Bah faut pas jouer avec le feu, quoi. Moi, c'est bien, tu restes lucide. Ouais. Mais après, je le dis là. Mais quand t'es en haut, c'est un autre délire, hein. Comme dirait. Alors moi, je serais sous oxygène, donc j'ai potentiellement moins ce problème-là. Mais comme disait Mike Horn, il dit lui, il arrive en haut d'un 8000, il dit il voyait des femmes à poil dans un supermarché en train de danser, quoi. Il dit tu sais plus ce que tu fais, Ouais, t'es ton plus cerveau, lucide. il Donc en déconnecte fait, ouais. totalement avec. C'est pour ça qu'on est toujours on essaie de pas être seul. Parce que bah, si toi t'as un problème, en général l'autre il peut essayer de te raisonner s'il a pas de problème lui non plus. T'essaieras de penser à nous deux, alors, Ouais, ouais au c'est ça, hein. podcast. Ouais, Quand tu seras sur la montée, tu diras, je le vois, je suis pas bien, mais. ouais, ouais, là il y a un problème. Enfin, je te souhaite pas, du coup, hein. Je te Non, souhaite non. vraiment d'y arriver et que tout se passe Ouais, bah bien. j'espère aussi. Après nous, ça sera beaucoup ce qui va jouer, c'est la forme physique et la météo, hein. La météo, c'est beaucoup. Ça, je dirais que c'est le truc le plus stressant. Parce que si tu montes, tu vois que ça va pas, la météo est vraiment trop mauvaise, tu sais redescendre et refaire une ascension quelques On jours peut, plus tard. on peut, mais on est bloqué par le temps aussi sur les 8000, le créneau est assez serré en général. Dans le sens où on sait que par an, il y a 3, 4, 5 jours grand max qui sont propices à la montée dans de bonnes conditions, quoi. L'Everest, c'est pas pour rien qu'ils y vont 2 mois, toujours les mêmes mois, avril-mai, quoi. Parce qu'ils savent qu'en général, mi-mai, fin mai, c'est là que la fenêtre météo, elle va tomber et que les 5 jours de beau temps vont arriver en moyenne. Le Manaslu, c'est pareil. En général, il y en a une petite semaine de beau temps, mais c'est là qu'il faut la choper. Il faut pas hésiter parce qu'après, derrière, l'année dernière au Manaslu, par exemple, le lendemain de la dernière fenêtre météo assez bonne, entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'elle n'était pas exceptionnelle, il y a eu 1,5 m de neige, je crois, même au camp de base. Donc, ils ont dû faire rapatrier tout en hélicoptère dans la vallée parce que plus personne pouvait bouger, les tentes s'écroulaient et tout. Enfin, c'était Ouais, une en un jour, hein. catastrophe. Ah ouais, puis ça, tu peux pas prévoir. En Non, montagne, c'est non. tellement Mais c'est compliqué. pour ça que moi, alors, tout ce qui est décès, mort et tout, on y pense. Mais le truc qui me fait le plus peur, c'est ça, en fait, la météo. Parce que en plus, maintenant, avec les réchauffements climatiques, on n'arrive plus à avoir la météo sur le mois entier à peu près correct. Correct, ouais. Donc en fait, des fois, tu montes et t'as le mec en bas au routeur météo qui te dit, bah écoute, la météo, elle a changé. Et là, t'étais en train de monter, hein. T'étais en train de monter sur la dernière phase ou quoi, t'as le dit, bah non, ça a changé, il faut faire demi-tour, vous attendez un jour. Peut-être que demain, ça sera bon. Mais tu sais pas, t'es toujours dans le peut-être. Ouais, dans T'es l'incertain, jamais quoi. sûr, en fait. Aujourd'hui, tu es pompier pro. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pompier pro, bah, en fait, c'est un métier qui m'a toujours un peu attiré, dans le sens où j'ai mes 2 oncles du côté de ma mère qui sont pompiers aussi, à Metz. Il y en a un qui est à la retraite maintenant, hein. Et du coup, j'avais fait mon stage de 3e là-bas. Je connaissais un peu la vie de caserne parce que bah, quand j'allais chez eux ou quoi, bah forcément, je voyais leur métier, je voyais ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous les 2 plongeurs en plus, donc moi, c'est un domaine que j'aimais bien aussi. Je dis super, en fait, tu peux faire un métier où t'as jamais les mêmes journées en fait parce que tu sais pas ce que tu vas faire.
tu fais du sport parce que ça fait partie du métier. En plus, les mecs, ils peuvent se spécialiser un peu dans un domaine qu'ils aiment bien. Donc là, par exemple, la plongée. Il y en a qui font ça sur du grimpe ou c'est milieu périlleux, tout ça. Et j'ai dit, mais c'est vachement polyvalent, c'est intéressant. Parce que moi, je me voyais pas derrière un bureau, en fait. J'ai testé la fac, j'ai testé l'économie, la physique et tout, en fait. Et je me suis dit, mais j'ai rien à faire derrière un bureau, je vais pas y arriver, quoi. Je vais craquer. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Et au début, j'y allais plus pour avoir une roue de secours. Il faut savoir que mon rêve absolu de métier et de base, avant le Covid, c'était je voulais être pilote de ligne. D'accord. Rien à voir, vraiment aucun rapport. Mais après le Covid, en fait, licenciement des pilotes partout dans le monde, surtout en France, plein de mecs au chômage et tout ça. Donc, avec une formation qui coûtait 100 000 € les 2 ans, j'avais Ça t'a refroidi, quoi. ouais, j'avais dit ouf, on va peut-être éviter. Et surtout qu'ils allaient reprendre les plus vieux, qui avaient de l'expérience, bien sûr, avant de reprendre les tout jeunes sortis de l'école. Donc, logique, hein. Mais c'est pour ça que j'ai éliminé rapidement cette solution. Et pompier, ça s'est un peu imposé rapidement parce que j'ai eu le concours. Entre-temps, mes oncles ils m'ont un peu aidé, ça se passait bien et j'ai dit bah vas-y, let's go, on va voir. Je suis rentré en formation de pompier pro, ça s'est super bien passé. J'ai adoré le métier, ce qu'on faisait et tout. Et voilà, aujourd'hui ça se passe très bien. Je m'éclate un peu dans mon métier. Je découvre des trucs tous les jours, j'apprends plein de choses. Et voilà. Tu t'es déjà spécialisé dans Je suis quelque plongeur chose? aussi, ouais. Ok, Je suis plongeur déjà aussi. plongeur. J'ai de la chance parce que c'est pas tout le monde qui arrive à rentrer aussi vite, mais non, je suis déjà plongeur et ouais, je suis très content. Très, très content. Est-ce que ce que tu vis en haute montagne t'aide dans ton métier de pompier et vice-versa? Alors, je dirais que dans les deux sens, en fait, par rapport au port de notre appareil respiratoire isolant, l'ARI, ça m'aide dans les deux sens, en fait, parce que il y a de la gestion d'air et il y a de l'hypoxie, il y a un peu de tout ça, parce qu'on respire pas très bien dans notre bouteille qu'on a dans le dos, en fait. On a une difficulté respiratoire, et on a un volume d'air restreint. Donc on respire pas de fou. T'es obligé vraiment de te gérer Ouais. pour... Et pour contrôler, pour pas user tout ton air, en fait, tout simplement, comme en plongée, hein, on a des petites techniques pour peut-être respirer un peu moins fort, respirer un peu moins vite, selon les efforts, bien sûr. Et en montagne, c'est ce que j'ai appris ça en montagne aussi bien. Gérer son flux d'air en se calmant, ralentissant, essayant de ralentir le cœur en altitude. Donc dans ce phénomène, les deux se vont bien ensemble, je trouve. C'est le même appareil, du coup? T'as aussi une bouteille d'oxygène? En montagne? Ouais. Là, sur l'humile, j'aurais une bouteille d'oxygène. Mais t'as juste, je pense, Mais t'as juste le masque avec la bouteille dans le dos. Mais c'est pas le même, pas du tout le même système. Mais cette difficulté respiratoire qu'on a en haute altitude, ça peut ressembler sur quelques points à la difficulté qu'on a dans l'aérie, quoi. C'est le même volume de bouteille? Non, c'est complètement différent sur ça, hein. Nous, T'as des c'est plus des petites bouteilles en d'air montagne? pur, d'air comprimé en fait chez les pompiers. Et en Himalaya, c'est de l'oxygène pur. Ok, C'est ouais, vraiment de donc l'O2 totalement différent. plein pot qu'on vient injecter avec l'air normal. Ouais, tu prends vraiment un shoot. Ouais. Ah oui, ça te dépose. Apparemment, ça te dépose. J'ai jamais testé encore, mais apparemment, t'es un peu shooté après l'O2. Oxygène pur, ouais. Tu m'étonnes. Tu as déjà utilisé ton expérience d'alpiniste dans une intervention? Pas vraiment. Mis à part pour faire un nœud sur une corde ou quoi, à la limite, mais non, j'ai jamais trop utilisé l'expérience de montagne dans une intervention. Mis à part peut-être la peur du vide que j'ai pas grâce à la montagne parce que je suis habitué un peu à ce domaine. Donc quand il faut monter sur la grande échelle, sur un toit, en haut, C'est toi qui un peu instable, c'est toi qui y bon, vas. ça me gêne pas plus que ça. Mais comme beaucoup de pompiers, on n'est pas trop soumis à ça normalement. En général, le vertige, pompier, ça va pas trop bien ensemble. Donc non, mis à part sur ça, non, pas trop. Comment ton corps a évolué en passant de l'eau à l'altitude? Alors là, bonne question, parce que faut savoir que les nageurs, on est quand même des sacrés fragiles niveau musculaire et articulaire sur les jambes. Parce que dans l'eau, on flotte, hein, et les jambes, du coup, elles s'habituent à ça. Et quand t'as fait 10-12 ans de natation comme moi, à haut niveau, tout le temps dans l'eau, quand fallait aller courir au début de l'année en natation,
Je pleurais, hein. J'avais pas envie d'y aller. C'est horrible. J'avais mal aux genoux, j'avais mal partout, je courais mal, j'avançais pas. Enfin, c'était un carnage. Et du coup, j'ai dû apprendre en fait à courir, à renforcer toute la chaîne postérieure, toutes les jambes. J'ai dû apprendre à renforcer les chevilles parce que pareil, bah t'as dû peut-être Théo, je sais pas si elle a parlé, mais on a tous un problème aux chevilles ou des trucs comme ça. Ouais, mais on n'a pas parlé, mais oui, du coup. C'est vraiment, du coup, moi j'ai dû apprendre à ça en fait, renforcer les jambes pour tenir les 40 jours de marche non-stop que je vais faire cette année ou pour tenir les expéditions comme j'ai fait l'année dernière. C'est pas du tout le même niveau sur les jambes. Par contre, le haut du corps, ça allait très bien. Ça, il y avait pas de souci. Et cardio, c'était bon aussi. En fait, tout ce qui me manquait, c'était les jambes. Et ça, je travaille encore là aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux. J'ai plus de problèmes. Par contre, ouais, c'est un travail permanent. Hein. Faut pas perdre ce que j'ai eu déjà. Ouais, tu partais d'un peu Ça. plus loin, je pense. Ah Du oui. coup, comme tu dis, Oh là si oui. tu marchais déjà pas Oh là oui. au quotidien, mais Ouais. que tu flottais. Alors ouais. Mais alors maintenant, en marche et tout, j'ai plus de problème. Course à pied, pareil, j'ai pas de problème. J'ai pas mal, j'ai rien. Je cours à une très bonne vitesse, machin. Pour la piste, c'est nickel. Par contre, on me verra jamais dans un sport comme le foot. Hein. C'est comme une girafe qui s'en mêle les pattes. Hein. C'est vraiment, ah ouais non, la coordination sur les jambes, c'est catastrophique. Et en général, les nageurs, c'est ça. Hein. C'est très très dur sur la coordination des jambes. Enfin, Ouais, bon, après, l'habitude, ça quoi. s'apprend, c'est comme tout, mais Ouais. ouais. Quand tu pars de loin. Ah ouais, là, c'est, du coup, dans ce sens-là, mon corps a beaucoup évolué, ouais. Je suis passé un peu comme l'évolution, Darwin, passer de l'eau à la terre, là. Et, non, j'ai dû renforcer tout ça. C'est vrai que c'est fou, on n'y pense pas, mais Mm. quels sont les signaux que tu surveilles en haute montagne pour éviter justement le surmenage ou le mal aigu des montagnes? Alors, quand j'étais dans les Alpes, en général, vu qu'on monte assez vite, comme je te l'ai dit, là, je regarde les signes directs, genre un mal de crâne qui arrive rapidement, ou tu sais, des nausées, des vertiges, un peu des trucs comme ça. Ça, je regarde beaucoup parce que vu qu'on monte vite, ça peut arriver d'un coup. En Himalaya, c'est plus compliqué parce que tu peux t'endormir le soir, t'as rien. Le lendemain matin, barre dans le crâne et ça va pas. Et en fait, en Himalaya, du coup, je regarde plus pas forcément le mal de crâne parce que le mal de crâne, en fait, j'ai connu des jours où j'avais mal. Voilà, mais c'est pas extrême, mais t'as mal, c'est assez chiant, quoi. Et ça arrive à tout le monde quasiment. Et du coup, je regarde plus la notion de vomissement, vertige, pareil, tous les signes là ou difficultés respiratoires un peu bizarres que j'aurais pas eu l'habitude d'avoir, des glaires un peu qui changent de couleur, des trucs comme ça. Là, faut faire attention. Là, c'est là que ça peut basculer un peu dans le mauvais Tu as quand sens. même des médecins sur Mm. le camp de base qui Non. sont là? Ah non, il y a Non, pas. non, il y a rien. Non, y a rien. Si vraiment j'ai un truc, je peux appeler. Hein. Je peux me débrouiller pour appeler en France un vrai médecin entre guillemets. Mais avant de partir, en fait, je prévois tout pour pouvoir faire de l'automédication sur place pour éviter tout ça en fait. J'ai été voir des médecins de haute montagne à Nancy. J'ai mon médecin à moi qui me fait des espèces de petites trousses de tout ce qu'il peut me donner en trucs pour lutter contre le vomissement, les mal de tête, les peut-être problèmes respiratoires de base comme de l'asthme, machin, qui pourraient arriver en altitude ou quoi, enfin n'importe quoi. Il connaît mieux que ça que moi et je lui dis bah j'ai besoin de tout ça. Il me fait une petite liste, je prends tout ça dans mon sac. J'ai des médicaments au cas où pour aider à passer pour aider le corps à s'acclimater un tout petit peu plus vite à l'altitude, genre le Diamox ou le Viagra. C'est bizarre, mais le Viagra vasodilatateur, ça permet d'envoyer un peu plus de sang et d'oxygène du coup aux poumons, tout ça. Ça peut éviter l'œdème pulmonaire ou l'œdème cérébral. Donc en fait, ça c'est des médicaments que j'ai au cas où. Et si à un moment donné, euh, j'entre dans ce domaine que le médecin m'a dit, où à ce moment-là, tu peux penser à le prendre, bah je le prends ou pas. C'est moi qui décide. Donc tant que ça reste de faisable pour moi, je le fais. Mais quand ça devient au-dessus, là, en général, je redescends. On redescendra plus bas. Et là, j'appellerai un médecin. Ou alors, si vraiment c'est trop grave, c'est hélico, hôpital de la Ouais, capitale. direct. Et c'est Mais fini. c'est fou qu'il n'y ait pas de médecin parce que Bon, on est tous sensibilisés au mal aigu des montagnes, au risque des maladies, tout ça. On peut penser, par exemple, si t'as une petite bronchite ou quoi, tu sais, tu peux dire, bon, à mon avis, c'est une bronchite, des trucs comme ça, mais on n'est pas médecin, donc on n'y connaît rien. Mais les mecs, avec l'expérience qu'on a en montagne, ou les Sherpas surtout, ou l'expérience qu'ils ont sur les 8000, ils arrivent à te dire, attends encore un peu, peut-être un jour, et on verra.
Par contre, si à un moment, toi, tu dis stop, c'est stop, tu redescends. Point. Oui, c'est toi qui te connais, c'est Ouais. toi qui as le ressenti, bien sûr. Donc, c'est du bidouillage encore. Est-ce que l'alpinisme, c'est aussi du bien-être ou c'est 100% souffrance et dépassement de soi? C'est du bien-être, forcément, parce qu'on n'y retournerait pas sinon. Mais je dirais que le bien-être, il arrive Pas tout de suite. pas tout de suite, hein. Il est pas tout de suite là. C'est beaucoup de souffrance, c'est vachement dur quand t'es là-bas en fait. Quand t'es là-bas, il y a ce moment où tu passes de l'euphorie d'y être à waouh, là ça commence à être dur. Tu commences à penser à rentrer quand t'étais bien chez toi, des trucs comme ça. Du coup là, ça devient vraiment vraiment dur. Du coup, tu souffres avec le froid, l'altitude. Et quand tu reviens à la capitale, ça va un peu mieux. Quand tu rentres chez toi, c'est tout beau, tout rose. T'as presque oublié que t'avais eu mal. Et c'est là que tu dis bon, la prochaine. Mais c'est bizarre, hein. J'avais entendu, alors c'est pas moi qui l'ai dit ça, mais je sais plus qui c'est, un alpiniste connu, qui avait dit en alpinisme, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'euphorie du départ. Il y a la phase d'euphorie d'arriver sur le camp, de pouvoir voir la montagne pour la première fois, de mettre les premiers pieds dessus. Il y a ce sentiment de, bah, comme on disait, qu'est-ce que je fous là? C'est dur, enfin, faut que je me casse, quoi, j'ai rien à faire là. Il y a ce truc du sommet. Il y a la phase dans la descente où c'est très dur et tu te dis, waouh, à tout moment, c'est la fin, quoi. Et il y a le sentiment de, bon, on repart quand? Parce que voilà, t'as tout oublié, tu retiens que les bons moments et à quand le prochain sommet, quoi. Ouais, quand t'es là-bas, c'est ton quotidien Ouais. qui te manque et quand tu reviens, C'est c'est ça. vraiment Ouais, la c'est ça. montagne qui te manque. Là, ça fait 1 an, j'y pense souvent, quoi, tout le temps. Bon, après, la préparation, elle est tout le temps là aussi, mais j'ai tout le temps à dire, waouh. Puis t'as pas ce visuel, quoi. T'as Ouais, vraiment que le côté vraiment effort mm, et pas le visuel, quoi. ouais, c'est ça. Alors que là-bas, quand t'es là-bas, les paysages, tu dis, ouais, c'est beau, mais franchement, là, je veux rentrer, quoi. Alors que non, quand t'es là, quand t'es ici, tu dis, waouh, j'aimerais bien revoir ça, quoi. Tu vois pas, hein, c'est comme ce qu'on disait, c'est un peu la lune, quoi. C'est pas beaucoup de gens vont, surtout les 8000, c'est pas beaucoup de gens y vont non plus. Ça reste un peu inaccessible comme endroit, hein, faut pas l'oublier. Donc tu dis, ouais, j'ai envie de les revoir, quoi. Un mot pour définir ce que représente la montagne pour toi. Ah, je dirais que c'est un peu, pour moi, ça représente un peu la liberté, je dirais. C'est un peu, c'est pas extrêmement développé comme mot, mais quand t'es là-bas, il y a un peu ce sentiment de, t'es libre, quoi. T'es plus emmerdé avec le boulot, même si j'adore mon boulot, hein, mais t'es plus emmerdé avec le boulot, les factures de la ville, l'essence à payer pour aller à droite à gauche, n'importe quoi. Là-bas, tu reviens à la base, en fait. Tu dis, bon, bah voilà, la montagne, j'ai mes petites chaussures, j'ai mon petit truc, je mange bien avec mes copains tous les soirs, et voilà, voilà. Dès Ouais, qu'il y a un pépin, bah, on est tous ensemble dans la même merde. Enfin, c'est toi et l'immensité du monde, quoi. c'est ça. Donc, en fait, ouais, non, c'est un peu ce sentiment de liberté. Et même là, quand j'y retourne au mois de juin, je sais que je vais m'éclater parce que je me prévois un petit programme, mais je me dis, bah voilà, c'est les vacances, quoi. Je vais faire ce qui me plaît, je vais découvrir de nouveaux paysages. Je sais pas si je vais pouvoir sortir à tel jour parce que ça se trouve il fera moche, mais il y a plein de choses que je peux faire. Enfin, c'est un peu en montagne, je trouve que c'est un peu ce truc de liberté. Tu peux décider d'aller n'importe où en fait. Alors, faut avoir les connaissances techniques, faut faire gaffe à plein de choses, mais rien ne t'empêche d'aller sur une montagne en fait. Il y a personne qui va dire non non, vous montez pas. Aujourd'hui c'est fermé ou quoi? Non non, c'est jamais fermé. C'est juste, faut pas être bête quoi. S'il pleut ou qu'il y a de la neige en haute altitude ou qu'il y a du vent, tu vas pas monter. Mais c'est pas quelqu'un qui t'interdit. Si tu veux monter, vas-y. Juste, tu vas peut-être mourir, mais personne Libre t'en à toi. empêche, c'est toi. C'est toi et la montagne, en fait. Moi, je dis tout le temps, comme beaucoup d'alpinistes, c'est la montagne qui aura le dernier mot. Mais c'est pas quelqu'un qui aura le dernier mot pour toi, quoi. Si toi tu veux monter, tu montes, mais la montagne, c'est elle qui dira oui ou non. Quel est ton plus grand rêve au-delà du Manaslu? Pour l'instant, c'est vraiment le Manaslu. J'ai même pas trop pensé à la suite. Même si je suis encore tout jeune et que voilà, mais le Manaslu c'est quand même un de mes plus grands rêves, hein, je dirais. Un 8000, c'était un de mes plus grands rêves. Après, il y a, ouais, forcément, j'ai des petites pensées pour l'Everest, d'autres sommets en Himalaya, la Madablam, des trucs comme ça, un moins haut mais plus technique. Je sais que même dans les Alpes, hein, des sommets comme
l'aiguë verte, les grandes Joras par la voie normale, hein, pas par la face nord, mais des trucs comme ça m'intéresse. Je sais que si je venais à avoir le temps, le budget, je sais que ça m'intéresse fortement. Donc voilà, mais après, par exemple, l'aiguë verte, je pense que j'irai, des trucs comme ça, mais l'Everest, je suis pas sûr d'y aller un jour. Que juste par rapport au budget que ça prévoit, le temps que ça me demanderait, parce que là, le Manaslu, c'est 40 jours, l'Everest, c'est 60. Là, pour se libérer au boulot, c'est un autre niveau. Même le budget, on est sur 60 000 euros pour l'Everest, hein. Même si c'est énorme comme budget, quoi. Oui, c'est le projet d'une chaud. vie, certes, mais bien sûr, c'est Donc un grand voilà, budget. après, Parce que là, on est à combien pour un... là, pour le Manaslu, j'ai à peu près 26 000 euros de budget Ok. pour y aller. Alors moi, j'ai des sponsors qui m'aident et qui, heureusement, qui sont là d'ailleurs, qui me soutiennent. Mais faut savoir que j'ai mis quand même une bonne partie de ma poche aussi. Et quand je vois par les temps qui courent la difficulté d'aller chercher des sponsors, d'aller demander de l'argent à des entreprises, surtout que je suis pas du tout comme ça, j'aime pas demander de l'argent aux gens, hein. Mais là, t'as pas le choix parce que c'est des budgets qui sont colossaux. Et en fait, c'est hyper dur, quoi. Par les temps qui courent actuels, les entreprises, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui refusent, sont ouais. très près de leur argent. Je peux comprendre aussi, hein. Oui, avec les temps qui Du courent, coup, surtout en France, c'est vrai c'est que c'est... très dur d'aller chercher de l'argent. C'est dur pour tout le monde niveau budget, salaire et tout, parce que bah on est dans une phase un peu compliquée. Du coup, c'est pas, je dirais que c'est la partie la moins agréable du projet. Vraiment, ça, c'est pas le truc que j'aime. Aller chercher de l'argent, demander à droite à gauche, être pas sûr de pouvoir avoir assez d'argent pour t'en sortir financièrement correctement. Ça, c'est un truc que revivre, faut vraiment le vouloir. Et là, 25 000, c'est énorme. Mais aller chercher 50, 60 000 euros, L'Everest, toi. c'est un autre niveau, hein. Là, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Ouais, après, tout dépend de l'échelle de la personne Ouais, qui c'est va ça. aussi, Ouais, peut-être. bah oui, c'est ça. Mais là, par les temps qui courent, c'est compliqué, je pense. C'est très compliqué. Mais non, ouais, j'ai d'autres rêves. Après, je dis pas, s'il y a même au-delà de la montagne, j'aimerais bien faire, je sais pas, du parachute, des sauts en parachute, des trucs comme ça. Enfin, plein de trucs. C'était des petits rêves, mais à faire, quoi, dans une vie. Même visiter des villes, hein, New York, Los Angeles, des trucs comme ça, des voyages, tout simplement. Moi, ça, c'est déjà Sans des parler trucs de plus sport. atteignables, Ouais, quoi. voilà, sans parler de sport extrême. Mais je sais que là, je suis à fond sur le Manaslu, mais j'avais déjà parlé avec un guide là-bas. Avec mon guide de l'année dernière, il me dit, il y a des chances que je reparte encore l'année d'après. Au Népal, pour un sommet, c'est quasi sûr. T'arrives pas à décrocher comme ça. Ça, c'est vraiment une drogue. Ouais, c'est bizarre un peu, hein. Pourtant, je l'avais dit à mes parents, je l'avais dit, après le 8000, j'arrête les conneries, c'est bon, Enfin, Parce qu'ils s'inquiètent beaucoup je pour toi repars quand tu ouais. pars. Bah, ils me le disent pas, ils me soutiennent à mort et tout, ils me le disent pas, hein, mais ouais, il y a forcément de l'inquiétude, surtout que là, on est dans un domaine qu'ils connaissent pas du tout. Ils ont découvert l'Himalaya avec moi. Par les photos l'année dernière, ils étaient déjà très inquiets. Mais là, on entre dans un autre niveau. Alors, ils font confiance, ils savent avec l'équipe que je pars. Les mecs, ils ont de l'expérience de fou. Moi, ils me font confiance. Enfin, ils savent que j'ai de l'expérience aussi maintenant. Tous les gens qui m'aident et tout, ils savent que ça va aller, mais c'est des parents. Ils s'inquiètent toujours. Et quand ils ont plus de nouvelles depuis 4-5 jours, alors qu'ils savent que j'ai pas le choix, hein, mais Oui, parce que là-bas, comme tu dis, t'as pas de réseau, tu peux pas envoyer des nouvelles Ah tout le non, temps, quoi. j'ai mon téléphone, un petit téléphone satellite là-bas qu'on a, mais pareil, même des fois il passe pas. Alors t'envoies salut, aujourd'hui je monte et voilà, point. Plus de messages pendant 2 jours. Bah là, Ouais, je me mets à leur place, je me dis c'est hyper dur. L'inquiétude, elle doit être énorme. C'est Ouais. hyper dur. Mais ouais, je leur avais dit, hein, je leur avais dit après 8000, j'arrêterai et tout, inquiétez pas, machin. Ouais, pas sûr. Pas sûr. Mais quand même, quand ils voient l'équipement, ils rigolent un peu, mais je pense qu'ils se posent des questions quand même. Ils se disent, waouh, on n'a jamais vu un matos comme ça. Ma combinaison 8000, truc qui rentre même pas dans mon armoire tellement c'est gros. Il dit, mais où il va là? Forcément, ils ont peur. Si tu devais dire une phrase à un jeune qui n'ose pas se lancer dans son rêve, ce serait quoi? Ah, si je devais lui dire une phrase, ça serait un peu un truc du genre, écoute, tu sais pas de quoi demain va être fait. Et si t'hésites, en fait, hésite pas. Tant que t'es jeune, si t'as la ressource et que t'as la possibilité de le faire, vas-y. Fonce, en fait, parce que déjà, demain, tu sais pas ce que tu vas faire. Et ça se trouve,
t'auras plus jamais l'occasion de le faire, en fait. Moi, je sais que faire 8000, je voulais absolument le faire quand j'étais jeune. Parce que, il y a ce pourcentage de mortalité, ce risque de pas revenir, tous ces risques, tous ces trucs qu'on maîtrise pas. Et je voulais le faire tant que j'avais pas d'attache, que j'avais pas ma femme avec mes enfants, que j'avais pas tout ça. C'est dans ce domaine-là que je voulais le faire, mais même lui, peu importe le rêve qu'il a, il faut pas hésiter. Si un jour tu peux le faire, fais-le, parce qu'après, du coup, tu pourras faire autre chose. Et la vie, elle est pas si longue que ça, en soi. Hein. Faut profiter. Ah, c'est vrai que ça passe vite, ouais, comme Ouais. tu dis. Faut profiter. Et tout ce que tu fais là, tu seras fier après quand tu l'auras fait, et tu pourras le raconter à d'autres gens. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien. Hein. Quand les gens s'intéressent, te demandent, t'as plein de détails qui te reviennent. Même toi, ça te remémore en fait ce qui s'est passé là-bas. Hein. T'es pas là juste pour raconter ce que t'as fait et montrer des photos, non. Toi, ça te remet un peu dans ta nostalgie de l'épisode de ta vie qui t'a marqué, quoi. Là, c'est important aussi, je trouve, d'avoir des trucs à raconter, de pas vivre la vie de monsieur et madame tout le monde. Même si je respecte, moi j'ai la chance de pouvoir faire entre guillemets ce que je veux, dans le sens où je me donne les moyens de le faire, mais pour l'instant j'y arrive à le faire. Mais je suis conscient qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre ça et qui voudraient le vivre aussi. Hein. Ah, mais c'est bien, parce que du coup, à travers, justement, comme tu dis, ton histoire, ce que tu racontes, c'est pas de l'arrogance, tu vois, de raconter, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais c'est vraiment transmettre. Moi, je pense que c'est plus le partage, la transmission de ton expérience qui est vraiment sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, moi, ce que je dirais à un jeune comme ça qui voudrait se lancer, qui hésite, je dis, écoute, par les temps qui courent, et dit déjà avoir un projet comme ça, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas une globalité que je fais, mais c'est quand même, je trouve qu'ils ont, les jeunes et tout, ils ont plus ce truc de, j'aimerais bien faire ça, j'ai un rêve et tout, je vais me donner les moyens. Non, c'est un peu, j'arriverai pas, tant pis, je vais faire autre chose. Ils ont plus de but à long terme, de trucs comme ça. Donc en fait, t'auras, même d'un point de vue expérience personnelle et tout, t'auras un truc c'est hyper enrichissant, bien sûr. Par rapport aux autres, quoi. J'ai moi, à 23 ans, faire ce que j'ai fait, j'en suis très content. Et je sais que il y a pas beaucoup de jeunes de mon âge qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont fait 10 fois mieux que moi, ça, j'en doute pas, mais je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé et que ça m'aidera dans le futur. Et peu importe que ce soit la montagne, le judo ou n'importe quel sport ou n'importe quel, je sais pas, même inventer un truc informatique ou quoi, je dis, mais c'est des trucs de fou, quoi. Tant que t'as fait un truc que les autres n'arrivent pas à faire, c'est bien. Ouais, c'est gratifiant. Est-ce que ton Manaslu, c'est un peu ton Everest à la sauce Inoxtag? Parce que tu dis que tu vas filmer justement ton ascension. Est-ce que tu comptes après diffuser tout ça, ou c'est vraiment que personnel pour toi, pour ta famille, tes amis? Ouais. Ah oui, c'est un peu mon Manaslu, c'est un peu le projet de Inoxtag, ouais, on va dire. Mais moi en plus, enfin, sans le critiquer, hein, ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais c'est en plus préparé. Ça fait beaucoup plus longtemps que je le prépare, que j'y pense. Alors parce que j'ai pas le choix aussi, hein, faut le dire. Moi, j'ai pas 1,5 million de budget pour le faire, donc forcément, c'est sur plus long terme. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est, je vais essayer de documenter un max comme lui. Alors, ce qu'il a fait, il a une équipe de fous. Oui, bien sûr. C'est à un autre niveau, mais moi, j'aimerais bien aussi, avoir, ne serait-ce que pour moi, au début, avoir pas un petit film, mais ouais, une bonne vidéo de 40-45 minutes qui retrace un peu mes 40 jours que je vais passer là-bas, avec tout ce que je vis. J'ai essayé de me filmer moi en donnant mes idées du jour, ton ressenti, comment t'es dans la journée. Ouais. Et après, j'ai un pote qui est pas mal en montage, qui va m'aider à gérer un peu ça, parce que je suis nul. C'est un métier, c'est un métier. J'ai vraiment une brêle sur ça. Donc quand c'est une vidéo de 5 minutes, avec GoPro, j'arrive à le faire, mais sinon, j'arriverai pas. Donc là, ouais, il y aura j'aurai 2 caméras, plus mon téléphone en basse altitude qui marche encore. Donc ça fera des belles photos. Et je vais essayer d'en faire un max, ouais. Déjà, ne serait-ce que pour moi, pour le montrer aux gens qu'il y a autour de moi. Et ouais, après, pourquoi pas le mettre sur un truc sur YouTube ou quoi. Mais pour les gens qui me connaissent, c'est pas forcément le but de le montrer à tout bout de champ. Parce que moi, de toute façon, je suis pas reconnu ni aux Français. Donc ça sert à rien d'essayer de le montrer à la France entière, mais... Non, bien sûr, mais après, comme tu dis, sur la transmission, tu vas, par exemple, le balancer sur un YouTube ou une connerie comme ça. Bien sûr. Tu sais, quand les gens, ils vont taper Ascension Manaslu, tu vois. Dessus, voilà, ils vont tomber dessus, ils vont voir un peu
ça permet un peu de transmettre ce que toi, tu as appris des autres, le transmettre à Ouais, c'est quelqu'un ça. qui pourrait se préparer, par C'est exemple. ça. Ouais. Alors, je sais que, par exemple, là, j'ai déjà des gens qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux, tout ça, pour me demander mon expérience l'année dernière, sur les sommets de 6000 et tout, parce que eux, ils vont potentiellement y aller. Plein de choses comme ça, mais ça, c'est super intéressant. Donc là, oui, forcément, avec un truc comme ça, tu peux leur envoyer le film, mini-film ou des trucs comme ça, c'est sympa. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça fait un bon souvenir, hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. Ah oui, rien que pour toi, pour montrer à ta c'est ça. famille, voilà, parce que comme tu dis, tu vas leur envoyer juste des messages, mais Ouais. au moins là, ils pourront voir ce que tu as vécu. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ça, c'est important, je trouve, parce qu'au moins, ils mettent des images sur ce que je leur raconte, parce que des fois, c'est vrai que moi, comme tous les mecs qui sont spécialisés un peu dans un domaine ou qui vivent ça à fond, ils ont tendance à raconter des détails, mais qui servent à rien. Parce que la plupart des gens, ils n'y connaissent rien. Donc, moi, aller dire que j'ai monté une pente à 60 degrés, avec deux piolets, de telle marque, machin, la corde à tel endroit et tout. Ma mère, elle va me regarder, elle va me dire, écoute, parle français parce que je comprends rien. Alors que si elle voit les images, elle peut s'imaginer un peu elle-même ce qu'elle veut. Ça sera beaucoup plus parlant. Ouais, c'est ça. Et je trouve ce qui est bien avec les images, c'est que les gens, ils peuvent imaginer des trucs. Genre, dire, voilà, il a pensé, ça se trouve, il pensait à ça à ce moment-là, ou même eux se voir là-dedans. Enfin, je sais pas. Ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. T'es pas là pour leur dire. Ouais, bien sûr. Tu fais ça aussi dans le but d'une association, l'œuvre des pupilles de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour donner de la visibilité un peu à cette assoce qui est en rapport avec mon métier, du coup. Hein, parce qu'ils aident l'œuvre des pupilles, ils aident les enfants et les familles de sapeurs-pompiers décédés en ou hors commandement direct. Donc en fait, c'est une assoce qui a beaucoup d'importance chez nous, quoi. Donc ça me tenait à cœur de faire ça pour eux, pour les enfants qui ont perdu leurs parents pompiers ou n'importe quoi. Et donc je le fais pour eux, pour donner la visibilité. Et s'il me restait un peu d'argent à la fin des sponsoring, tout ça, ça sera reversé entièrement à eux pour aider ces personnes-là qui ont perdu un être cher, quoi. Ok, on peut faire aussi un don pour t'aider à financer le projet, du coup, entreprise ou particulier? Ouais, c'est ça. Alors entreprise, le plus facile, ça serait de me contacter directement par mail ou par les réseaux, hein, tout simplement. Ça c'est plus facile parce que je peux donner. J'ai créé une assoce à mon nom pour pouvoir faire des reçus fiscaux, pour que les entreprises puissent défiscaliser 60% du montant qu'ils donnent. Ça a toujours un avantage, hein, Bien sûr, oui. c'est Oui, pas de ça leur l'argent. fait de la pub, permet de défiscaliser également. Ouais, c'est de l'argent qu'ils donneront pas aux impôts, hein, comme ça. Non, mais en vrai, faut le dire, hein, tout le monde est content dans ce domaine. Et après, des dons particuliers, je peux aussi redonner des reçus fiscaux à des particuliers, hein, ça, y a pas de... Donc le plus facile, c'est de te contacter directement via les réseaux, Ouais. Instagram, Facebook. C'est ça, même Lilian pour un Chug. particulier. Ouais, Instagram, Lilian-Chug 2506 et Facebook Lilian Chug, tout simplement. De toute façon, je mettrai directement Ouais, voilà. les liens Et dans la description. donc ça, c'est le plus facile. Après, sur mon Facebook, on peut retrouver, j'avais une cagnotte Hello Asso que j'avais créée. On peut donner aussi là-dessus, mais le plus facile, c'est de me contacter en direct. Et à la limite qu'on se rencontre, ou si les gens sont un peu plus loin, on essaie de gérer ça à distance ou quoi. Y a pas de souci. Il y a toujours moyen de s'arranger là-dessus. Et voilà. Hein. On va revenir aussi du coup sur ta dernière compétition en janvier de cette année. Ouais. C'était quand même retourné à l'eau malgré tout, et en plus, pas pour rien, parce que quand même pour une grosse compétition, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, du coup, c'était avec Théo, hein, celui qui traverse la Manche. On était reparti du coup déjà début décembre à Megève pour les championnats de France en eau glacée de natation. Et en fait, c'était un délire qu'on s'était mis déjà l'année d'avant, et en fait, ça avait été annulé à cause des conditions météo. Et on avait dit, bon, vas-y, viens, on y va. On est des retraités, on en a rien à faire. On y va pour rigoler, quoi, juste pour voir. Ça faisait des vacances un peu dans les Alpes, en plus, c'était sympa. Et du coup, on y allait comme ça. On dit, il y a moyen d'avoir une médaille, on sait jamais. Les premières en eau glacée, du coup. Première en eau glacée. On savait pas ce que c'était, hein. On savait que l'eau était froide, mais on avait un petit bain froid chacun dans notre jardin. On s'entraînait là-bas, et voilà. Et du coup, on arrive à Megève, hop, on fait notre course, machin. Finalement, moi, je finis champion de France du 50 nage libre. Lui, champion de France du 204 nage. Enfin, on a des titres tous les deux. On fait tous les deux 50 brasses, on finit premier, deuxième. Moi deuxième, lui premier. Enfin, ça se passe vraiment bien, quoi. On avait bien rigolé, c'était agréable. Bon, l'eau était un peu froide, hein. Elle était à 4 degrés, je crois. Un peu.
Juste un peu. Donc bon, c'était sympa. En plus la neige autour et tout, ça faisait un cadre super sympa. On savait qu'il y avait les championnats du monde qui arrivaient. Mais on avait regardé vite fait, on avait dit bon, ça va nous coûter une blinde. Le week-end, il va nous revenir à 1500 balles par personne. Franchement, avec son projet et le mien d'un autre côté, Ouais, dit on n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Ça aurait pu être sympa pour rigoler, mais franchement, pas cette année, quoi. Et le temps passe. On revient à Metz, on fait 1 ou 2 entraînements, et là, il y a notre entraîneur qui vient nous voir et il dit bon, bah, les gars, j'ai reçu un coup de fil du mec qui gère la Fédé internationale d'eau froide, et il veut que vous soyez là au championnat du monde. par rapport à vos classements, du coup, je Ouais, suppose, ouais. ouais. Et du coup, on lui dit ouais, ok, mais il paye, hein, parce que, enfin, il paye. Nous, on y va gratos parce que moi, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Théo, pareil. Oui, il finance un Hors de logement, question. il Voilà, finance tout, c'est pas quoi. l'année, quoi. J'ai 25 000 € à sortir. Théo, il en a 12, 13 000 à sortir, là. C'est pas maintenant, quoi. Il dit ouais, je vais me débrouiller. Dans la journée, il nous rappelle, il dit écoutez, j'ai réussi à me débrouiller entre la ville, le département, tout, machin. Et on a des sponsors, machin, qui nous suivent. Vous y allez gratos. Vous partez en avion, tel jour, vous revenez, machin. Bon, bah, ok. Pas de super souci, on y cool, va. ça. Ouais, c'était cool, on était contents, mais on dit bon, bah, d'un côté, on était contents, et d'un autre côté, on était un peu deg, parce qu'on dit, va falloir se rentraîner dans l'eau froide. Pas envie, quoi. Ouais, parce que ça n'a pas du tout été agréable, je Ouais, pense, la c'est pas première très, fois. moi, j'aime pas trop. Théo, il commence à s'habituer pour la Manche, Ouais, bien sûr, forcément. avec ses entraînements, oui. Mais moi, l'eau froide comme ça, c'est pas faut savoir que j'ai froid à l'Auterre, hein. À la piscine d'Auterre à Metz, quand je rentre dans l'eau à 27, avec l'air à 30 degrés, j'ai froid, hein. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas, voilà. Donc, même Auterre, quand on lui a dit ça, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es un frileux, t'as froid. Et tu vas jamais y aller. Et en fait, j'ai réussi à rentrer dans l'eau, hein. Ça, c'était exceptionnel, déjà. Même ma mère qui était venue avec, elle était ébahie. Elle dit, c'est pas possible. Et du coup, on arrive là-bas, et en fait, donc, ça, pour Théo, ça se passe très très bien. Et il était en forme et tout. Et moi, j'étais un peu moins en forme parce que j'avais chopé une bonne grippe, bien sévère. Et sortais d'une petite maladie, mais au final, je m'en sors pas trop mal aussi parce que je finis 3e aux 50. Et du coup, bah, très content du résultat, même s'il y a eu une grippe. Et ouais, franchement, on s'est bien débrouillé et on était content des résultats qu'on a eu là-bas, quoi. Pour une pour une deuxième, du coup, en eau froide. Ah, ça vous refait un beau souvenir, quoi. Ah ouais. Surtout que Théo, avec son Mm. En record plus, du monde. ouais. Et tous les deux, en plus, on a fait plein de trucs. Enfin, on a visité un peu la ville, des petites péripéties de voyage entre potes qui se passent entre la voiture de location qui nous upgrade un peu pour passer sur une voiture de fou à 400 chevaux, enfin, Impeccable. au lieu d'une Fiat, enfin, des trucs comme ça. Mais on a bien rigolé, c'était drôle, quoi. Ça fait des super souvenirs. Ah bah, c'est cool. Ouais, non, du coup, un passage comme ça, sympa. Championnat du monde, en plus, ça fait toujours bien à marquer Ah bah, tu dans m'étonnes. le CV. Et du coup, bah, c'est grâce à ça aussi qu'on a débloqué un peu quelques sponsors pour nos projets perso. C'est que Ouais, ça grâce vous a à ramené de ça, la visibilité, du coup, ouais, forcément, bien sûr. ça parle un peu et voilà, hein. Ouais, donc du coup, ça a vraiment été bénéfique d'y aller, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on a eu que le département de la Moselle nous a aidés et tout ça. C'est grâce à ça, hein. Ouais, c'est cool, ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais du fait Ouais. d'être médiatisé comme ça, après derrière, sur un gros projet, ça peut Ouais, te c'est ramener... ça, c'est ça. Et du coup, on nous a demandé, j'y retournerai l'année prochaine, pas au championnat du monde, mais au championnat de France. On a dit, écoutez, là, on va stopper un peu. Moi, j'y retourne pas, c'est sûr. Théo, je sais pas, mais je pense pas non plus. Pour l'instant, on va stopper un peu le truc. Mais moi et Théo, on continue à nager. Théo plus que moi, du coup, forcément. Mais moi, je nage encore 2-3 fois par semaine avec Ah le ouais, club. quand même, ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, parce que surtout que tu restes aussi avec une dernière casquette qui est bénévole au club Gambetta pour les bébés nageurs. C'est ça, ouais. C'est le club où j'ai appris à nager, en fait. Où mes parents m'ont mis quand j'avais 3 mois. Bah, c'était au bébé nageur aussi. Et c'est là qu'ils m'ont appris à me débrouiller dans l'eau, à patauger un peu. Et du coup, bah, j'aide dans cette assos là-bas aussi. Et là, c'est sympa. C'est un peu un club ambiance familiale. Donc, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas de compétition et tout ça. Donc, vraiment, on est là pour aider les gens à se développer dans l'eau, leur technique, ou même les rudiments, flotter, tout ça. Et c'est super sympa. En plus, tous les bénévoles sont sympas. L'ambiance est cool. Enfin, c'est vraiment un bon petit club, quoi. Ouais, c'est sympa de donner de ton temps, hein. Ouais. Et le projet, je fais ça aussi pour une autre asso, Marie Mathias de Metz. D'accord. C'est 2 jeunes qui sont décédés dans les attentats du Bataclan en 2015. Et en fait, leurs parents ont créé une assoce à Metz
Et il s'avère que un des deux parents, le père de Mathias, c'était mon prof de physique au lycée. Ok. Du coup, je connaissais l'histoire et en fait, je savais pas vraiment qu'il y avait une assoce et tout ça. Et en ayant entendu parler de l'assoce, tout ça, il m'aide aussi dans le projet. Je fais ça pour leur rendre hommage aussi un peu. Et le but, c'est de monter un petit drapeau avec le logo de l'asso, leurs deux photos, en hommage un peu à ces deux personnes-là qui sont décédées et pour faire rayonner un peu leur image sur un des sommets les plus hauts du monde, quoi. Ça Ouais, fait c'est un super geste. une belle image. Mhm. On trouvait avec leurs parents, en tout cas, que ça faisait une belle image et du coup, je fais ça aussi pour eux. Ouais, c'est super, c'est cool. Écoute, on a fait un peu le tour. On va passer sur les petites questions de fin. Ouais. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport, ce serait quoi? Si un conseil bien-être, ça serait d'un point de vue mental, de dire aux gens de faire ce qu'ils veulent faire, d'essayer de réaliser leurs rêves. Comme je le fais moi, en fait, je trouve ça te donne un peu un sentiment de bien-être dans ta vie de tous les jours après parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire et se donner les moyens de faire un projet un peu aussi gros, pas forcément la montagne, mais n'importe quel projet. Ça t'aide dans la vie de tous les jours après en disant j'ai réussi à faire ça, pourquoi j'arriverais pas à faire un truc un peu plus simple mais qui paraît inaccessible quoi. Et d'un point de vue physique, ça serait de continuer à s'entretenir physiquement ou d'essayer de faire un maximum en mangeant bien, un truc comme ça. Parce que même si on le ressent pas tout de suite, ça permet quand même d'être à l'aise dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans son métier, dans des sorties entre potes, dans des sorties en famille, machin, de pas être limité par sa condition physique ou des trucs comme ça. C'est tout bête, mais moi je pense que c'est important pour la longévité aussi du bien-être quoi. C'est peut-être tout bête, mais je rebondis là-dessus. C'est vrai que euh, des fois, quand tu fais des sorties en famille, tu peux avoir, ou même entre amis, tu peux toujours avoir une personne qui est par exemple un peu en surpoids et autres et qui veut pas participer à une activité parce que soit elle se sent pas capable ou soit parce qu'elle n'est pas capable, dû comme tu dis à sa condition physique. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça te limite. Tu dis tiens, je vais pas partager ça avec ma famille. Tiens, je vais pas partager ça avec mes amis. Autant pour la personne qui n'est pas en condition que pour l'autre qui dit merde, ça me fait chier parce que je peux pas profiter avec cette personne parce que moi j'ai envie de faire cette activité parce que j'aime, mais du coup je peux pas vraiment être accompagné de tout le monde, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. Et en fait, je dirais à ces gens-là, déjà, d'où le fait d'essayer de continuer à garder un peu leurs conditions physiques ou d'essayer de gérer un peu ça. Mais au-delà de ça, je dirais si pour les gens qui en sont arrivés à là, malheureusement, c'est pas grave. Et si c'est vos amis, si c'est votre famille, tout ça, faut pas s'empêcher d'aller faire une activité avec eux. Moi, je sais que si c'est ma famille, que ça venait à m'arriver ou un problème physique ou quoi, n'importe quoi, ça peut arriver à tout le monde. Il dit allez-y. Il dit faut pas s'empêcher d'aller faire une sortie avec votre famille, même si on n'arrive pas à faire ce qui était prévu. C'est votre famille, c'est vos potes. Franchement, si c'est des bons potes et tout ça, ils vont pas venir vous critiquer ou vous engueuler parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qui était prévu. Le but c'est de passer un bon moment. Totalement. Si au lieu de passer un bon moment sur 25 kilomètres de marche dans la montagne, on fait un bon moment sur 5, ça sera sur 5. Et après, on ira boire une bonne bière tous ensemble et voilà, quoi. Ouais, bien sûr, c'est de profiter ensemble. Ouais, Totalement. c'est ça. Ouais, il faut pas se limiter. Autant d'un côté, ne pas en vouloir à la personne et l'autre personne ne doit pas justement se dire, je suis pas capable, je vais freiner les autres. C'est ça. Comme tu dis, vraiment partager, mais c'est sûr que dans l'idéal, comme tu dis, être en bonne santé, pas que pour le côté là, mais ni pour le côté physique, mais vraiment pour le côté vraiment bonne santé, c'est important, je trouve. Ouais, bien sûr. Et après, même, du coup, le mental, il découle tout seul derrière, hein, je trouve. Ah oui, totalement. Si physiquement, on se sent bien et qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire, après, derrière, le mental va mieux. Hein. Ah oui, dès que tu te sens capable, le mental, il suit tout de suite derrière. C'est ça. Hein. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Une phrase motivante. J'aime bien la phrase, alors je retourne dans le domaine de la montagne, mais j'aime bien la phrase un alpiniste ne monte pas au sommet pour être vu, mais il monte au sommet pour voir le monde. Ça, j'aime bien. Parce que ça montre bien ce truc on monte pas en haut pour faire du buzz ou pour montrer absolument que nous on est monté ou les paysages qu'on a vus. Non, c'est plus pour arriver en haut et dire voilà, je suis en haut. Voilà ce qu'il y a en dessous de moi. Et en fait, on voit pas que le bas de la vallée ou
les gens qui sont pas encore en haut. On voit surtout, comme je disais tout à l'heure, tout le trajet qu'on a fait pour arriver en haut, c'est un peu notre vie qu'on voit en bas, quoi. On est un peu au-dessus de ça. Donc moi, ça me parle beaucoup, ce truc-là. Ouais, c'est une belle phrase, hein. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Au moins d'il y a 10 ans. Waouh. En conseil, ça serait, lâche pas ce que tu as prévu de faire. La preuve, 10 ans plus tard, ça se passe bien pour l'instant. Et je lui dirais de pas avoir peur du regard des autres, de faire ce qui te plaît, même si des fois c'est un truc débile. Et franchement, fais-le. Il dit, t'en voudras pas, les gens s'en foutent de toute façon, ou au pire ça fera rigoler, et voilà, c'est tout. S'il n'est pas honte, n'est pas machin, et voilà, fais ce que t'as envie. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors là, j'en sais strictement rien. Dans 10 ans, pouah, je me vois, pour l'instant je me vois de toute façon toujours pompier, euh, toujours dans les coins de mai, je pense. Mais je me vois dans ma petite maison, tranquille. Peut-être à faire de la montagne encore. Enfin, j'espère de la montagne sûrement. Mais des expéditions aussi gros, je suis pas sûr. Mais à voir, de toute façon, je peux pas le prévoir, ça. Et ouais, en bonne condition physique, au max de ce que je peux faire, et voilà. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours, autre que le Manaslu, du coup? Actuellement, non, du coup, parce que le Manaslu, c'est quand même un projet qui est énorme d'un point de vue préparation et tout, donc j'ai pas le temps de prévoir autre chose. Mais d'un point de vue professionnel, vu que j'arrive à séparer un peu les deux, je fais ma vie professionnelle normale, en fait. Je continue d'apprendre, de découvrir d'autres choses, de me préparer doucement pour potentiellement d'autres grades ou des trucs comme ça, d'autres responsabilités. Et d'un point de vue perso, continuer à m'entretenir, à préparer le Manaslu. Et j'avoue que tout est basé là-dessus en ce moment, quand même. Non, bah, tu Tout m'étonnes est comme tu basé, dis, surtout que là on c'est un approche grand quand projet, même ouais. rapidement, et beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Mais bon, des fois j'ai des petites pensées pour ce qui peut se passer après, comme je disais tout à l'heure, d'autres montagnes potentiellement, ou des trucs comme ça, mais ça, on verra. Je te laisse après, quand tu Ouais, reviendras, je laisse quand y tu penser. mangeras ton McDo à la C'est fin. ça, c'est ça. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Amy Préter, potentiellement, c'est une nageuse de haut niveau qui a des bons résultats à Metz, là. D'accord. Elle, je pense que ça peut peut-être être intéressant, parce qu'elle a pas forcément le même parcours que moi, on a tous des parcours différents. Et après, je sais qu'il y a Jonathan en montagne, John Horn, Jonathan Klubert, le Messin qui a fait l'Everest. Ok. Du coup, lui, il a gravi l'Everest, le Lhotse. Il avait fait une tentative au Manaslu, et il a fait un sommet, la Madablam en solo. Il a fait des trucs pas mal, et je pense qu'en expérience de mec qui a déjà fait de la haute montagne comme l'Everest et tout, ça peut être intéressant aussi. Ok, bah écoute, je retiens les deux noms là et puis j'essaierai de les contacter alors pour voir s'ils sont intéressés. Ok, bah écoute, merci Lilian, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ouais, merci à toi, à la prochaine. Quand on écoute Lilian, on comprend que la montagne, ce n'est pas juste une histoire de sommet, mais de trajectoire. Une quête intérieure, un équilibre entre le feu du dépassement de soi et le calme du silence là-haut. Merci à toi Lilian pour ce partage brut, sincère et motivant. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le partager, à en parler autour de vous et surtout à bouger, respirer, explorer. Que ce soit en maillot ou en crampon, chaque pas compte. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, restez focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye.